Ils sont 9 candidats retenus par le Conseil électoral pour la course pour Edoudi, prévu donc le 7 octobre prochain. On parle de l'élection présidentielle au Cameroun, au moment que bon nombre de Camerounais attendent avec impatience. Il s'agit de Paul Biya du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, de Gagaraman de la DD, Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Cabral Libi de l'Univers, Serge Espoir Matomba du PUS, Akeremona du FPD, Adamou Damjoya de l'UDC, Yandifor Afanoui Franklin du Mouvement citoyen national camerounais. Et également, il faut noter que on a pu rejeter quelques 18 candidats, certainement pour certaines raisons dont on pourra peut-être, qu'on pourra évoquer tout à l'heure le cadre de cette émission ce soir. On parle aussi d'un désistement, celui de Isaac Feuzeux du parti Merci. Avec nos invités, on tentera donc de comprendre les raisons qui ont amené le Conseil électoral à choisir uniquement 9 candidats sur les 28 qui étaient donc en course. Les terroristes ont assez fait de mal et il est temps de mettre de l'ordre. D'ici Atangandji, ministre de l'administration territoriale, les propos tenus à Yaoundé, plus précisément dans la salle de conférence du ministère de l'administration territoriale au cours d'une cérémonie de présentation des chefs traditionnels de Buea libérés par des individus encore non identifiés. Comment peut-on interpréter les annonces faites par Atangandji sur un ton péremptoire en guise de riposte du gouvernement contre des individus qu'il qualifie de terroristes? La jugeante de nos invités est à nouveau interpellée ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre livraison de cartes sur table sur Spectrum Télévision. Faisons à présent connaissance avec nos invités qui ont une fois de plus été choisi sur le volet. Achille Azemba, militant du Social Democratic Front et par ailleurs maire adjoint à la commune d'Arrondissement de Douala 3e. Bonsoir Achille. Bonsoir Narcisse et bonsoir à tous les téléspectateurs de Spectrum Télévision et également un gros coucou à tous mes concitoyens de l'arrondissement de Douala 3e. Merci de me faire l'honneur une fois de plus d'être votre invité sur votre prestigieux plateau. Et bonsoir également à tous les autres copanélistes. Alors avant vous, on va revenir à dessein sur cette réunion extraordinaire du SIF, antenne du littoral qui s'est donc tenue il y a quelques jours, c'était dimanche dernier pour être précis. Plus de 10 millions de francs CFA ont été collectés, c'est ça le montant donc collecté sur place par les militants. Et on parle également d'un budget d'environ 54 millions de francs CFA. Est-ce qu'on peut revenir sur la quintessence de cette réunion extraordinaire? Oui, effectivement, le SDF, section de la région du littoral, s'est réuni parce que vous savez que le candidat, Joshua aussi, est un fils du littoral. C'est le littoral qui l'a investi. D'ailleurs, c'est lors d'une séance extraordinaire du comité exécutif régional que sa candidature a été annoncée. Et bien entendu, c'était normal que nous récidivions une fois qu'on soit sorti du congrès et qu'il ait été finalement choisi comme le porte-étendard du social-démocratique. Nous avons estimé que plus que jamais, nous devions nous mettre en ordre de bataille. On a rappelé toutes les troupes, on a essayé de discuter, on a chapeauté un plan de campagne pour ce qui concerne le littoral. Et bien entendu, quand on parle de plan de campagne, forcément, cela s'accompagne des moyens qu'il faut trouver. Et je tiens à remercier tous les camarades qui étaient là et qui ont cru devoir commencer à contribuer. Les contributions se poursuivent parce que plus que jamais, nous sommes décidés à terrasser le candidat RDPC qui, ça fait 36 ans aujourd'hui, tarde à donner des résultats pour un Cameroun un peu plus meilleur. Alors vous parlez de candidats, sauf qu'on a l'impression que le parti est en train de se diviser progressivement. Aujourd'hui, on parle de la démission de Célestin Djamen. Comment expliquez-vous cela? Bon, écoutez, un parti politique est une association. On y adhère librement, on prend une carte dans un parti politique
librement et vous décidez de militer, à un moment ou à un autre, vous pouvez vous estimer à l'étroit et décider de repartir avec vos raisons propres qui peuvent être fondées ou pas fondées, mais toujours est-il que peut-être, c'est vrai, vous êtes journaliste, c'est toujours le train qui arrive en retard, qui fait l'événement. Mais vous ne savez pas combien de militants est-ce qu'on a recruté de son annonce de départ à aujourd'hui. Et vous savez également que nous sommes dans une opération de recrutement de volontaires. Et je vous dis, les résultats escomptés sont largement dépassés. Voilà, on aura le temps donc d'avoir sur ce plateau, certainement dimanche, Célestin N'Djamène, il nous donnera lui-même les raisons de sa démission. Également sur ce plateau ce soir, Joseph Belligard, qui est donc avec nous. Joseph Claude Belligard, avocat inscrit au barreau du Cameroun, par ailleurs militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir maître. Bonsoir. Pourquoi ce sourire? Non, c'est... Non, la présentation n'est pas correcte? Elle est correcte. Elle est correcte. Je suis avocat, je suis militant de l'ADPC, je suis conseiller municipal dans l'arrondissement de Ndom, de la Saraga maritime. Je voudrais vous remercier de m'avoir invité, dire bonsoir à tous les téléspectateurs, à tous mes co-panélistes. Et j'espère pouvoir apporter ma petite contribution à la compréhension des sujets qui sont soumis à notre expertise ce soir. Alors, avec vous, on va parler de sport. Que vous inspire ces sélectionneurs qui désormais vont gérer la sélection des Lions indomptables du Cameroun, 2 Hollandais? Êtes-vous surpris par ce choix? Je voudrais ajouter 2 Hollandais noirs, parce qu'en fait, c'est ça le problème. Non, mais moi je pense qu'il est grand temps qu'on fasse entièrement confiance à nos encadreurs, à nos techniciens pour encadrer l'équipe nationale. Je ne suis pas contre l'expertise extérieure, mais je dis, nous avons vu nos entraîneurs nous apporter de la joie. On se rappelle encore de Jean-Paul Akono, de Nzelexek, de Atangana Otu. Ils sont nombreux qui ont quand même montré que le Cameroun peut avoir de bons entraîneurs. Et là, ce matin, je suivais que chez les jeunes de 17 ans, entraînés par Libye, ils ont battu une autre équipe à 7 buts à 1, je crois, hier, si je me trompe. Donc je veux dire qu'on les fasse confiance, qu'on fasse confiance à nos entraîneurs, parce que lorsque vous voyez les moyens qu'on met pour pouvoir payer, rémunérer ceux qu'on appelle les sorciers blancs, et vous voyez les difficultés qu'ont nos entraîneurs à avoir, même pas le 10e de ce que les autres ont, c'est pas normal, je trouve pas ça normal. La seule chose que je voudrais dire, tout simplement, une petite satisfaction ou un bémol que je mets dans ce que je viens de dire, c'est que cette fois-ci au moins nous avons des étrangers mais qui sont noirs. Soit même s'ils sont de nationalité néerlandaise, hollandaise, ce sont des noirs. Donc ça veut dire qu'en réalité, on commence à faire confiance à la peau noire pour l'entraînement de nos équipes. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que il faut forcément être un blanc pour pouvoir entraîner nos équipes. Parce que parfois, c'est embêtant de vous retrouver dans une compétition comme la CAN, qui est constituée exclusivement des équipes africaines, et que les 9 dixièmes ou le 8 dixièmes de l'entraîneur soient européens. Il n'y a pas de raison qu'on puisse justifier cela. C'est d'autant plus qu'on a vu des entraîneurs africains, par exemple au Nigeria, qui ont eu de bons résultats avec l'équipe nigériane. Dernièrement, la Coupe du Monde également, je crois que l'entraîneur sénégalais était un noir. Il a quand même pu démontrer qu'on pouvait faire quelque chose d'intéressant malgré la couleur de notre peau. Acteur de la société civile, coordonnateur principal du mouvement Un Monde à Venir, Philippe Nanga, est également avec nous en plateau ce soir. Bonsoir Philippe. Bonsoir et salut à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là à partager le regard de la société civile sur l'actualité politique, économique et sociale de notre pays. Nous sommes là pour ça, voilà. Alors, quel est votre avis sur l'évolution des chantiers de la CAN que le Cameroun doit organiser dans les tout prochains mois? Alors, les chantiers de la CAN... Avez-vous l'impression que le Cameroun sera prêt à date? J'allais dire, les chantiers de la CAN n'échappent pas au système de gouvernance de notre pays. Donc, malgré, j'allais dire, quelques efforts qui semblent être faits parce qu'il semble que ce soit un événement super important pour les gouvernants actuels,
malgré ces petits efforts, on voit quand même que quand on analyse, quand on suit ces chantiers-là, ça n'échappe pas à la gouvernance de notre pays, qui est toujours, j'allais dire, quelconque. Donc, si vous regardez, on avance un coup, on arrête un moment, après on redémarre. Nous savons que, alors, à chaque fois que les émissaires de la CAF arrivent, ça court, et à un moment donné, ça va ralentir. Voilà, c'est un peu comme ça que j'observe. Et il y a une sorte j'allais dire, de contradiction, sinon d'amalgame. Parce que quand vous regardez, autant on accélère les aires de jeu, donc les stades, autant les voies d'accès sont oubliées. Je disais ce matin avec des amis, comment on peut adresser un courrier à la CAF pour leur dire de mettre comme condition sine qua non l'amélioration des voies d'accès pour donner l'accord des sports au Cameroun, parce qu'on accélère là les stades, mais on ne voit pas comment on va faire pour accéder à ces stades-là. Et si vous regardez, par exemple, le stade de Japoma, ah oui, on accélère le stade, mais regardez les voies d'accès, c'est catastrophique. Catastrophique. Comment les mecs de Bonabéry vont faire pour se déplacer s'ils veulent aller regarder le match à Japoma? Je ne sais pas comment ils vont faire. C'est pareil même. Donc, je pense que... Peut-être un hélicoptère. Oui, peut-être. Mais même là, je ne suis pas certain qu'on ait suffisamment d'équipement pour satisfaire ceux qui voudraient bien prendre des hélicoptères. Donc, disons que c'est compliqué. C'est aligné, n'est-ce pas, à notre système de gouvernance. On a peut-être... j'allais dire, nous autres, on est un peu réjouis de ce que cet événement, au moins, va nous permettre d'avoir quelque chose, même si après on ne sait pas comment ça va être entretenu, à quoi ça va servir, mais bon, c'est déjà quelque chose que 40 ans après les premiers aires de jeu mis en place par l'ancien régime, qu'on commence à avoir de nouveaux aires de jeu dans notre pays, c'est pas déjà mauvais, quoi, mais bon, voilà. Alors, on va signaler à votre suite qu'une mission d'inspection de la CAF séjourne au Cameroun depuis hier. Ils sont là pour évaluer les travaux des chantiers devant abriter la CAN. Docteur Luison Essomba, juriste publiciste, est également avec nous en plateau ce soir. Il est par ailleurs enseignant à l'université de Douala. Bonsoir, professeur. Bonsoir, René Narcisse Moto. Permettez-moi de saluer respectueusement vos téléspectateurs et téléspectatrices. Je salue également les aînés qui sont avec moi sur ce plateau. J'espère que ma part contributive va permettre justement d'éclairer la lanterne des nombreux téléspectateurs qui regardent cette émission. Alors, quelle lecture faites-vous du décret du chef de l'État, Paul Biya, signé donc en fin de semaine dernière portant définition de l'organigramme de la décentralisation? Vous savez, la décentralisation reste la pierre angulaire, c'est-à-dire que du développement local. Et déjà, avec la sissiparité, j'allais dire la division, n'est-ce pas, du ministère de l'administration territoriale d'un côté et de l'autre du ministère de la décentralisation et du développement local, on voit très bien là une volonté décentralisatrice, si vous voulez, du phénomène de la décentralisation. Mais comme je continue à le dire, vous savez, donner et retenir nos veaux. C'est-à-dire qu'en réalité, si chaque fois on pense transférer aux collectivités territoriales décentralisées un certain nombre de compétences, en oubliant les ressources financières, je pense que le problème se pose là avec acuité. Vous savez, la décentralisation a ceci d'intéressant que elle permet justement de booster le développement local, elle permet la participation également sur le plan local, des populations locales, tout cela dans le choix des organes locaux. Mais retenons tout simplement que c'est un phénomène qui mérite d'être boosté. Je crois que la volonté décentralisatrice est là, mais il faudrait qu'on accompagne cette volonté par des actes concrets, surtout par un transfert, et je pense que je parle à côté d'un officier d'état civil, par un transfert effectif des ressources financières. Et c'est ces ressources financières, et même au-delà de ces ressources financières, des ressources humaines, mieux à même de pouvoir booster le phénomène de la décentralisation et permettre au Cameroun de véritablement s'envoler. Le décor ainsi planté, on prend ce générique et lorsqu'on y revient, c'est pour démarrer avec la première thématique de cette émission.
En attendant le début de la campagne pour la présidentielle 2018, les candidats devant compétir sont connus depuis ce jour. Le verdict a été rendu public par le Conseil électoral et qui en avait au plus tard demain, 8 août 2018, pour publier cette liste. Désormais, les attentions sont donc focalisées sur les différents projets des candidats. Alors, Maître Biliga, surpris par cette liste? Oui, le seul nom qui me surprend, c'est celui de tout dernier, là. Freeford. Oui, c'est l'homme d'église. L'homme d'église, parce que son parti est tout récent. Il a été investi par une autre formation politique. Mais lui-même, il est rentré tout récemment en politique. Je me rappelle qu'il devait faire un meeting au niveau du stade, je crois, SICAM, et ça a été interdit. Il y a eu pas mal de petits problèmes. Mais quant au reste, je ne suis pas surpris. Je savais qu'il y a beaucoup de ceux parmi les partis qui ont déposé les candidatures, beaucoup qui l'ont fait d'une manière, comment je peux dire ça, juste un peu pour s'amuser, je voudrais dire un peu comme ça. Je sais que dernièrement, je me suis retrouvé sur un plateau avec Jean-Blaise Gouet qui disait qu'il savait que sa candidature ne pourra pas passer. Et parce qu'il faut noter que les indépendants, par exemple, ceux qui sont présentés comme les indépendants, il leur était impossible d'avoir 300 parrainages provenant de 10 régions à travers... On pourra revenir tout à l'heure sur les raisons... Voilà, donc je dis donc je ne suis pas surpris pour les autres candidats des autres partis. Et je suis quand même content de voir qu'il y a des jeunes qui arrivent. Il y a César Espoir Matomba, qui est quand même un espoir pour l'avenir. Il y a le jeune Kabra Libi, on sait dans quelles circonstances il a pu obtenir son argent. Je pense que c'est ça qui me donne de l'espoir, en me disant, il y a des jeunes qui sont là, il y a des anciens qui sont là, tels que Garga Amanadi, il y a le docteur Adamon Damjoya, qui sont quand même des anciens, à côté naturellement du président de la République. Et je pense qu'il y a une bonne génération qui est en train d'arriver, des jeunes. Aussi également en fait partie, qui peut-être demain pourront prendre la relève. Vous parlez d'une jeunesse dynamique. Est-ce qu'elle fait peur au RDPC? Non, moi je le dis en tant que citoyen, je ne pense pas que c'est par rapport au RDPC. Non, pour le moment, nous tous sommes unanimes. Compte tenu du système électoral qui a un tour, compte tenu de l'implantation du RDPC dans les petits villages, un peu partout, il est difficile qu'un parti politique, dans une élection, puisse battre le RDPC. Je pense que c'est impossible. Maintenant, est-ce que si jamais il pouvait faire une coalition, cette coalition pourrait arriver? Peut-être. Encore qu'il est pratiquement impossible, j'ai suivi le professeur Kramto le dire d'ailleurs, qu'il y ait un seul candidat unique. Parce que même si les Big Five ou les Big Six se réunissaient pour pouvoir faire une candidature unique, il y aura naturellement les partis comme l'UDC qui n'en feront pas partie, il y a l'ADD qui ne pourra pas en faire partie, l'autre parti, celui de DIFO peut-être, et même celui de SDF, je ne suis pas sûr qu'il en ferait partie, parce que j'ai suivi récemment, je suis toujours sur un plateau, un militant de SDF qui nous disait l'océan ne va pas vers la rivière, c'est la rivière qui va à l'océan. C'est-à-dire le SDF se considère aujourd'hui comme le premier parti d'opposition et estime que son candidat doit être celui qui doit être investi. N'oubliez pas ce qui s'était passé il y a, je crois, c'était 7 ans ou un peu plus, lorsque il y avait eu des primaires où Ndamdoye avait été élu. Le SDF a refusé. Dolph Ondi s'est présenté comme candidat. Donc moi je dis, même lorsqu'on parle de coalition, je ne vois pas le SDF en train de faire coalition en train de coaliser avec les autres partis. Alors Philippe Langa, vous attendiez à une autre configuration autre que celle que nous a présentée aujourd'hui le Conseil électoral? Non, pas du tout. Peut-être, pareil comme maître, je suis un peu surpris par... surpris. Peut-être il y a un intrus dans le groupe, c'est M. Difford, Franklin. Mais pour le reste, à mon avis, il n'y avait pas de souci à se faire. Il n'y avait pas de souci à se faire. Je sais qu'ils étaient préparés, tous les autres les étaient préparés. Cabral, il travaille depuis 2 années maintenant sur le terrain à se mettre à jour. Maître Akéré, c'est pareil. Aussi, il est à jour depuis longtemps. Donc, j'avais pas d'inquiétude, en tout cas, pour cela. Je commentais justement ce matin quand on parlait de la cérémonie
de l'ECAM, on disait que je ne sais pas pourquoi ils font tout ça, parce que en réalité, dès le premier jour, on pouvait dire qui passe pas. Donc, on sait qu'est-ce qu'il faut présenter pour valider la candidature. Donc, voilà, ceux qui ont été récalés, il me semble, comme l'a dit Maître, il y en a qui voulaient jouer un peu, peut-être qu'ils voulaient rentrer dans l'histoire, ils vont mettre dans leur CV, candidat à une élection au Cameroun. Voilà, donc, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Maintenant, ceux qui sont restés, c'est ceux qui sont préparés depuis quelque temps, n'est-ce pas, à participer effectivement à cette compétition. Il me semble que je ne suis pas surpris. Par contre, ce résultat conforte un peu ceux qui estiment que les cartes peuvent changer, parce qu'on est quand même parti de 23 candidats en 2011 à 9. Et donc, il me semble qu'il y aura match. Il y aura match. Et cette configuration, quand même, donne à avoir de l'espoir pour ceux qui pensent qu'il est peut-être temps de renouveler la classe politique dirigeante camerounaise. Voilà. Une configuration à Chilazemba qui donne de l'espoir. Est-ce que le SDF redoute la force de frappe de ces partis politiques? Non. Nous allons à cette compétition en respectant tous les adversaires. Mais je voulais quand même rebondir sur ce qu'a dit Maître Biliga. Je l'ai souvent suivi sur les plateaux de télévision. Je vais parler comme au quartier, hein. Il n'est pas comme les autres intervenants passionnés. Et je crois que quand même dans ces analyses, il y a de suffisamment important. Mais je vais rappeler à Maître que, parce qu'il a dit tout à l'heure que pratiquement, il a déclaré le vainqueur de cette élection, alors que c'est une compétition. On ne peut, nul à cet instant, ne peut prédire quel sera l'avenir. Sauf si Maître essaie de nous dire que ce n'est pas une élection régulière, et auquel cas, on connaît déjà le candidat, là, ce sera suffisamment grave. Mais qu'on arrête de faire le débat de la coalition de l'opposition. Nous sommes en politique et tout est possible. Les états-majors des partis politiques travaillent. Quand Maître dit qu'il n'est pas sûr que le SDF peut faire une coalition, moi je vous dis en Mondo Vision que nous sommes disposés à faire des coalitions. Nous discutons avec beaucoup d'autres états-majors des partis politiques qui sont même suffisamment progressistes, parce que cette élection est particulière. Chacun est unanime que plus que jamais, il faut qu'on envoie le PP qui a 85 ans à la retraite. Parce que voyez-vous, au Cameroun, quand vous êtes dans l'administration publique, contractuelle ou fonctionnaire, à 55, 60 ans, vous allez à la retraite. Nous ne comprenons pas que pour le poste le plus important, 26 ans après les 60 ans, qu'on estime que vraiment on est encore... J'entendais un de vos pontes dire qu'on avait encore besoin du président de la République. De grâce, on peut, à un moment donné, respecter ce que le président Biya a fait pour le Cameroun, entre guillemets, mais de grâce, permettez également qu'il aille se reposer. Alors, ceci dit, à tout moment, une coalition peut se faire. Et je répète en Mondo Vision que le SDF est ouvert à toutes les coalitions. Mais il s'agit de quelle coalition? On coalise avec qui? Qui vient avec quoi pour mettre dans la cagnotte pour qu'on aille vers la victoire? C'est ça qu'il est important. Si un responsable de parti politique nous dit « Ok, je peux trouver 500 personnes, mes camarades de mon parti à moi, pour soutenir la candidature du candidat Joshua aussi. » Par exemple, je dis n'importe quoi, dans l'arrondissement de Ndom. Mais c'est une coalition parce qu'il vient avec quelque chose. Mais si un président de parti politique se pointe devant vous, seul, avec sa mallette entre les bras, il vous dit « Vous me donnez combien pour que je coalise avec vous ?» Parce que si vous coalisez avec lui, 2 pas après, si vous lui avez donné 10 000 francs et quelqu'un lui donne 100 000, cette coalition va voler à volo. Non, de grâce, arrêtons d'infantiliser cette opposition qui travaille dans des conditions extrêmement difficiles. Ce sont des êtres humains qui sont également conscients que le Cameroun est au tournant de son existence et que plus que jamais, il faut faire quelque chose. Laissons le temps au temps. On est passé à la phase de la sélection des candidatures sur les 8 autres candidats qui sont opposés à Biya. Peut-être, à l'exception de Ndifor, que je ne veux pas juger parce que je ne le connais pas. Les 7 autres candidats sont des candidats quand même qui ont un certain CV, qui est respectable. Et que ce soit le jeune Cabral Libi qui arrive, mais quand même, on a vu un certain nombre de jeunes suivre Cabral Libi. Ça veut dire qu'il y a une lueur d'espoir. Il peut
apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Donc il n'est pas question de faire comme si on devait juger tel ou un tel. Mais je dis, cette opposition, elle est en train de travailler. Et M. Biliga, vous risquez d'être surpris au soir du 7 octobre 2019. Alors, docteur Luzon Somba, au départ, 28 candidats, à l'arrivée 9. Juridiquement, qu'est-ce qui n'aura pas marché pour ces candidats qui ont été écartés? Il faut déjà d'emblée féliciter le travail du Conseil électoral. Vous savez, tout à l'heure, Philippe Langa se demandait pourquoi, en premier ressort, on pouvait expurger, le Conseil électoral pouvait expurger. Non. Le Conseil électoral a une mission, c'est-à-dire que des missions qui sont séparées. Il y a d'abord que, dès que vous déposez les dossiers, il y a la recevabilité des dossiers. On les reçoit. Et après, il y a une phase d'examen des dossiers. Et c'est à l'issue de cet examen des dossiers que nous avons dans le résultat que nous avons eu aujourd'hui. Nous avons eu 28 candidatures déposées, il y a eu un désistement. Et le Conseil a examiné effectivement 27 et a révélé dans les 9 qui sont en conformité avec la légalité. Parce que tout à l'heure, on indiquait, par exemple, pour le dossier pour la course à Etoudi, il faut verser les 30 millions, la caution de 30 millions. Vous savez que cette caution n'est remboursable que dans 2 cas. C'est-à-dire que si, justement, vous désistez avant qu'on fasse le tirage des bulletins, et si, à un moment donné, vous estimez que vous ne pouvez pas continuer à cette course électorale et vous demandez justement le retrait. Donc, ce qu'on peut dire... Il y a une autre condition. Oui, vous gagnez les élections. Ah oui, voilà, le pourcentage, voilà, vous devez donc avoir un pourcentage de 10%, mais ça m'a légèrement échappé. Et on constate donc très bien que nous avons des candidats qui se révèlent comme étant des candidats de poids, parce que Lomé le disait tout à l'heure, je crois que nous avons souvent eu de l'élection présidentielle, mais cette fois, les candidats sont quand même des candidats de poids, des candidats qui peuvent bouleverser la donne, même si on reconnaît tout simplement que l'opposition camerounaise fait face à un certain nombre de faiblesses. C'est-à-dire que la première faiblesse, c'est d'abord qu'il y a ce défaut d'implantation sur toute l'étendue du territoire camerounais, premier point. Et deuxième point aussi, on venait de le voir, c'est-à-dire que cette incapacité pour ces partis de l'opposition à se fédérer ou à se coaliser. Et Lomé le disait tout à l'heure, on sait le problème d'ego qui mine ces différents partis politiques. Aussi, on peut évoquer l'idée justement des programmes parfois qui ne sont pas bien ficelés et qui ne peuvent pas accrocher les uns et les autres. Donc voilà ce que nous pouvons relever. Mais sur les 9 candidats, moi je pense pour ma part que c'est un bon casting. Cette élection va se jouer. Et je voudrais, peut-être à la suite du maire qui évoquait l'idée de ce que, bon, l'opposition pourra certainement surprendre, ce n'est pas faux. On a vu comment est-ce que les uns et les autres, Maurice Kamto, les Cabral Libi et bien d'autres se sont investis sur le terrain de la pratique en allant au contact avec les uns et les autres. Nous avons vu combien de temps Maurice Kamto, par exemple, a mis dans le Nord, ainsi de suite, qui est un bastion électoral non négligeable, parce qu'après 40%, c'est le plus important d'ailleurs. Mais moi, je voudrais faire une lecture froide de la situation qui voudrait que face à un président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a déjà fait 36 ans au pouvoir, moi je le dis toujours, et c'est une idée que j'aimais, qui est celle de révéler qu'en réalité, on ne pourra pas battre le président Paul Biya par la voie des élections au Cameroun. À moins peut-être que nous aurons 24 millions de Camerounais qui décident de pratiquement revirer la chose et accorder leur violon à un des candidats. Parce que je le dis pourquoi. Je convoque 2 éléments. Des éléments structurels et des éléments normatifs. Quand je prends les éléments structurels, je m'appuie d'abord sur la structure en charge des élections au Cameroun. Et l'ECAM qui est totalement acquis à la cause du président parce qu'il les nomme tous. Nous prenons le Conseil constitutionnel, c'est lui qui nomme tous les 11 membres. Vous convenez avec moi que le président Clément Atangana, nommé par le président Paul Biya, ne va pas tuer le devoir d'ingratitude. Ça, il faut le dire clairement. Mais maintenant, ça, ce sont des éléments structurels. Si nous prenons les éléments normatifs, on vous dit à l'article 121 du Code électoral qu'en cas d'égalité entre les candidats, le candidat le plus vieux l'emporte. Donc ça veut dire que pour tous les candidats qui sont en liste, s'ils se retrouvent tous à égalité, ça veut dire que le président de la République, Paul Biya, a déjà gagné l'élection. Prenons le mode de scrutin. On dit que c'est un mode uninominal à un tour. Et vous savez qu'un mode de scrutin n'étant pas neutre, le scrutin à un tour ne privilégie que les grands partis. Et quand on regarde sur le terrain, le grand parti ici
En fait, pour les résultats et les statistiques qui sont révélés, c'est bien entendu la RDPC. Donc moi, je dis tout simplement que nous allons aller à une élection parce que c'est le mode de choix et de légitimation des autorités publiques qui gouvernent l'État. Mais dans les conditions actuelles, je dis, il sera bien difficile de pouvoir battre le président. Alors, Philippe Nanga, à la suite du professeur, à quel scénario peut-on s'attendre au soir du vote? Je crois que le docteur Luzon il a bien terminé finalement. Parce qu'au départ, il m'a semblé un peu péremptoire de dire c'est pas possible. Après, il a fini par dire ça va être difficile. Il vaut mieux dire ça va être difficile, mais que de dire que c'est pas possible. Effectivement, c'est compliqué au regard de tout ce qu'il a évoqué. La machine, n'est-ce pas, électorale, qui est plus ou moins favorable au RDPC au pouvoir. Voilà, et puis visiblement, parce qu'il faut dire ça comme ça, visiblement, le parti au pouvoir qui est très implanté, je dis visiblement parce que après il y a une lecture réelle qu'on peut faire, qui soutient réellement le RDPC. Après c'est un peu compliqué de savoir la qualité de l'adhésion, n'est-ce pas, que les gens ont autour de ce parti. Je crois que, je l'ai dit au début, cette élection ne va pas ressembler aux autres élections. Ça, c'est clair. Elle ne va pas ressembler aux autres élections, d'abord parce que la qualité, n'est-ce pas, des concurrents politiques montre qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a un retour à l'intéressement des Camerounais sur la question électorale. Vous savez, en 92, c'est la même situation que nous avons vécue. En 92, les Camerounais avaient soif du changement. Et nous savons ce qui s'est passé. Malgré la machine de fraude électorale, malgré ce qui a été évoqué par le docteur Essomba. Donc, ça n'a pas empêché que les chiffres nous donnent, semble-t-il, à ce moment-là, le candidat Fondi, qui était le candidat de changement, vainqueur. Alors, maintenant, on est presque dans la même situation. Passé cette étape de 92, il y a eu un désintéressement, il y a eu un découragement. J'ai l'habitude de dire que l'élection de 2011, c'est l'élection catastrophique jamais connue par le Cameroun. Nous étions sur le terrain Monde Avenir. D'ailleurs, 3 jours après cette élection, nous avons fait un point de presse pour demander l'annulation pure et simple. C'était catastrophique. Parce que le taux de participation, c'était scandaleux. Nous connaissons des bureaux de vote, il y a eu 0. En dehors des membres de la commission, 0 électeur. Donc, c'était catastrophique. Oui, c'était catastrophique. Mais le président a quand même été élu. Et depuis cette période-là, il y a quand même un travail qui a été fait par les acteurs de la société civile, par les partis politiques, pour ramener les Camerounais à s'intéresser aux questions électorales. Et on a vu en 2013 le retour aux urnes des Camerounais. Et on a vu aussi depuis 2013 que les Camerounais commencent à s'intéresser à cette question-là, même si là encore on a été face à une difficulté énorme, parce que justement, la machine gouvernementale sait, ils ont des stratèges, ils ont bien vu qu'attention, les gens commencent à s'intéresser. Et nous l'avons dénoncé depuis plus de 2 ans. À chaque fois, on est monté au créneau pour dire attention, attention. Là, il y a une volonté claire de ne pas permettre aux Camerounais d'aller s'inscrire. On a vu qu'il y avait vraiment des restrictions. On peut citer un certain nombre de restrictions qu'il y a eu à s'inscrire. Du coup, on n'a pas eu le nombre qu'on escomptait. Même l'ECAM avait placé son chiffre à un niveau qu'on ne comprenait pas pourquoi. On a un potentiel de 12 millions d'électeurs, mais l'ECAM avait plagié son objectif à 8 millions sans qu'on comprenne pourquoi. Donc, vous comprenez qu'ils ont fait les efforts pour ne pas permettre aux gens de s'inscrire. Mais en tout cas, il y a un regain, n'est-ce pas, d'intéressement qui risque de bouleverser les choses. Et ça, il faut le reconnaître. Et je crois aussi que, quoi qu'on dise, nous avons tous beaucoup de respect pour le président Biya, tout au moins pour son âge, parce que dans notre culture, on respecte les aînés, on respecte les papas, les grands-papas, ça c'est sûr. Mais il me semble que même, je suis certain que même dans, n'est-ce pas, le milieu du RDPC, les gens estiment que il faut peut-être, voilà, aujourd'hui renouveler, n'est-ce pas, l'énergie politique pour permettre aux Camerounais de prendre un nouvel envol. Et donc, nous qui sommes sur le terrain, qui interrogeons, qui discutons avec les publics, on voit quand même qu'il y a il y a quelque chose, n'est-ce pas, il y a une certaine volonté partagée, ça je vous dis partagée, même par de gens qui sont proches du parti au pouvoir, qui vous disent, nous pensons effectivement que, voilà, peut-être qu'il faut renouveler les choses. Et comme cette volonté partagée va être confortée par la qualité, n'est-ce pas, des concurrents politiques, maintenant,
il reste que il y ait une sorte de coalition, parce que quand on dit coalition, ça peut être une entente autour d'une personne, ça peut justement, être... pour vous relancer, Philippe, vous parlez d'une élection présidentielle qui va âprement se disputer au regard donc de cette configuration, mais sauf qu'on peut quand même accorder du crédit à ce que vient de dire le professeur. Difficile de battre le chef de l'État. Est-ce que, bon, le RDPC, est-ce que l'idée d'une coalition ne viendrait pas aider l'opposition à battre naturellement que ça va aider, ça c'est clair que ça va aider. Mais on ne peut pas dire que s'il n'y a pas de coalition, il n'y aura pas de victoire de l'opposition. On ne peut pas dire comme ça. C'est clair que toute analyse faite, la coalition va favoriser. On l'a vu en 92, ça a favorisé. Cette année, c'est pareil. Encore qu'elle est facilitée cette fois-ci, parce que quand on regarde, on analyse rapidement, n'est-ce pas, le contexte. On a 9 candidats. Si on enlève M. Biya, il reste 8. Si on enlève une ou deux personnes, il reste 6. Et après les 6, il est possible, et moi j'ai suivi la plupart de ces candidats-là aujourd'hui, tous sont ouverts, n'est-ce pas, à une discussion pour se mettre d'accord à avancer. L'équipe d'Akéré n'hésite pas à parler d'une transition possible. D'autres l'évoquent, je l'ai déjà entendu avec l'UDC. Donc je pense qu'il y a des tractations qui se font, et c'est pour ça que pour ceux qui pensent que un renouvellement est peut-être nécessaire, il y a beaucoup d'espoir quand on regarde le résultat de cet après-midi, quand on regarde l'échiquier, n'est-ce pas, concurrentiel qui est servi cet après-midi avec les 8 candidats en dehors de M. Biya. Je pense qu'il y a match, il y a espoir, et il y a une possibilité, il y a une facilité. Vous savez, en 2011, on avait quand même 23 candidats, c'est très compliqué. Après, quand vous êtes 20, de vous mettre d'accord, ou 15, de vous mettre d'accord. Mais quand vous êtes 5, n'est-ce pas, c'est plus facile. Et nous avons, quand je dis nous, je parle ici de l'ONG Monde Avenir, le travail que nous faisons dans les 10 régions, où avec des milliers de jeunes, on discute. Effectivement, les jeunes, n'est-ce pas, ont du mal à se déterminer autour d'un candidat. Et du coup, la plupart disent, ah, mais si tel et tel et tel se mettaient d'accord, ça pourrait nous permettre de nous déterminer. Ça, je pense que c'est un message qu'il passe aussi à l'endroit de ces hommes politiques qui pourraient peut-être saisir l'occasion pour dire, écoutez, les jeunes pensent qu'il est peut-être plus intéressant pour eux, parce que les jeunes constituent la majorité. Et quand je dis qu'il y aura un match, quand vous regardez encore les résultats de l'ECAM, les jeunes sont majoritaires depuis ces 2 dernières années, n'est-ce pas, dans les inscriptions sur les listes électorales. C'est un message. Alors que nous avons observé les années antérieures que les abstentions, c'était du côté des jeunes. Mais ces 2 dernières années, et les chiffres de l'ECAM sont clairs, les jeunes ont été les plus nombreux à aller s'inscrire. Ça veut dire qu'il y a un message qui est... Oui, justement, on va essayer de coder ce message avec Maître Bilega. Quand vous parlez des jeunes, j'imagine que vous parlez de ces jeunes candidats, Cabral Libi ou Serge Espoir Matomba, qui pourraient bénéficier du vote des jeunes. Est-ce que ça ne devrait-il pas inquiéter le RDPC, Maître Bilega? Moi, je voudrais peut-être continuer dans son analyse. Hein. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. Je découvre de plus en plus des jeunes qui n'ont pas seulement choisi d'être avec Espoir Matomba qui est jeune, ou Cabali, mais dans le mouvement Naon. Par exemple, moi j'ai eu beaucoup de jeunes, des gens qui sont de l'intellectuel, mais les gars de 25-30 ans qui sont engagés dans le 11 millions de lecteurs également. On trouve vraiment des jeunes qui sont engagés dans la profession, qui sont des membres de la profession et d'autres. Donc je vais dire qu'il y a quand même cet engouement de jeunes qui est là. Mais n'oubliez pas non plus que au niveau de la jeunesse, le RDPC également de la jeunesse. Hein. Il y a le Presby, il y a Jachabi, il y a beaucoup d'autres associations de jeunes, de mobilisation de jeunes au niveau du RDPC. Donc il ne faut pas penser que seule la jeunesse de l'opposition est mobilisée. Tous les jeunes sont mobilisés. Et je suis d'accord avec M. Nanga lorsqu'il dit qu'aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a un mouvement. Il y a un mouvement réellement, c'est vrai. Et ça, moi, ça me fait plaisir au-delà du fait que je sois du RDPC. C'est-à-dire de savoir que ce n'est plus ces campagnes mortes où on voyait des gens qui venaient s'amuser. Je ne citerai pas de nom, mais on a vu des gens ici venir, tout le monde savait que c'était vraiment pour s'amuser, ou bien pour venir chercher de l'argent. On mettait un peu d'argent de la caution et on vous donnait l'argent de campagne et c'était suffisant. Aujourd'hui, ceux qui sont là sont des personnes de qualité.
Et là, que ce soit Serge Espoir Matomba, que ce soit le bâtonnier Akere Mouna, que j'ai rencontré tout récemment à Kigali, à l'aéroport, comme ça, par inadvertance. Hein. C'était pas préparé, mais j'étais quand même content de le rencontrer, de l'embrasser. Et je dis qu'on a de l'espoir que, quel que soit le candidat qui sera élu, que le Cameroun est quand même quelqu'un qui est assez représentatif. Maintenant, je voudrais quand même dire une chose. Et j'aime lorsque les gens me disent, oh, non, c'est possible. Non, je me dis, c'est pas possible. Sans qu'il y ait une coalition, sans qu'il y ait, s'il n'y a pas un candidat et qui entraîne la mobilisation des autres derrière lui, la population. Et là, c'est compliqué. Rentrons dans notre pays et voyons les réalités sociologiques de notre pays. Lorsque vous regardez au niveau des réseaux sociaux aujourd'hui, des batailles qui se font, vous voyez, dans un premier temps, il y a eu cette bataille entre les followers de MRC et de 11 millions. Ils ont insulté. Tous les jours, ils insultent, ils appellent les cabristes, quelque chose de ce genre. Et maintenant, la bataille est devenue entre le SDF et le MRC. Là également, on accuse ce qui est passé, Joseph qui a insulté l'autre, ou c'est Kamto qui a insulté Joseph. Dans tous les cas, ça pullule. Vraiment, c'est nauséabond. Et je vois mal comment ces personnes qui se jettent des pics comme cela, qui demain vont se retrouver pour choisir une personne. Et même si elles choisissaient une personne, est-ce que leurs suivants, les followers, vont accepter s'allier derrière cette personne? Lorsque vous dites aujourd'hui, quand dans le SDF ou les autres appellent le MRC, la secte bahamique venant de Baham, dans un point bien déterminé, dans une région déterminée. Lorsque je vois dans les réseaux sociaux une élite, soi-disant Bassar, qui dit que les Bassar doivent voter Kaba Dibi, moi j'ai peur. J'ai bien peur qu'on se retrouve à un niveau en train de faire un repli identitaire, un vol tribal. Et la seule personne qui aujourd'hui échappe à ce repli identitaire, c'est le président Bodbia. Certes, on disait que dans la région du Sud, d'une manière générale, il a ses 100%, ou des 99,2%, mais même dans les autres régions, il parvient toujours à avoir des très bons résultats à travers l'élite, non seulement politique, mais également l'élite des affaires et autres, qui se retrouvent dans toutes ces régions. Moi, je dis, par exemple, que moi, je vais dans mon village voter, on me votera beaucoup plus, même si quand je dis que je viens pour le président Biya, on votera ce que le candidat, la personne qui parle au nom du président Biya, moi, le conseil municipal de ma région. Les autres personnes n'auront pas la même chance d'avoir des personnes qui parleront en leur nom dans ces zones-là. Donc, je veux dire, on a beau dire n'importe quoi, le vent d'Est qui a eu lieu en 1992 n'existe plus aujourd'hui. Et Kindi, le chasseur de lions, n'existe plus. Ce n'est plus la même chose. À l'époque, il y avait un certain nombre de choses qu'on avait laissé passer. Parce que, comme vous voyez, en matière de politique, il y a les équilibres. C'est-à-dire que, à l'époque, l'opposition avait le vent en poupe, favorisé par, comme je l'ai dit, le vent de l'Est. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. L'opposition essaie de se reconstituer à travers des jeunes, à travers cette campagne qui est animée. Mais je dis, tant qu'il n'y aura pas de coalition, ils ne pourront pas. Et cette coalition ne pourra pas avoir lieu d'une manière totale. C'est-à-dire, les 8 candidats ne pourront pas coaliser contre Pobia. Il y aura peut-être 5 qui pourront coaliser dans ce que j'ai appelé les Big Five. Mais il y aura toujours Gagaman a dit qu'il n'oublie pas ce que Biya lui a fait, qui lui a sauvé la vie. Et il le dit très régulièrement. Ne nous demandez pas aujourd'hui d'abandonner son bienfaiteur. Adamou Damjoya, il a une position qui est un peu vraiment, mais il a toujours dit qu'il est de l'opposition responsable. Il n'est pas dans l'opposition des extrêmes. Or, on peut considérer aujourd'hui que peut-être les autres peuvent être considérés comme des partis d'opposition extrémistes, encore que même aujourd'hui. Le SDF, je reviens dessus, est considéré aujourd'hui comme un parti très proche du RDPC. Quoi qu'il en dise, même quand ils refusent de le faire, tout le monde de l'accepter, on évoque un certain nombre de faits qui amènent à conclure que le SDF risque de ne pas être dans la coalition, quel que soit ce qu'on voit. Parce que le SDF va se dire, nous sommes les premiers partis d'opposition, mais donc si nous sommes partis pour une position, nous ne pouvons pas être derrière les autres. C'est les autres qui doivent être derrière nous. Et je terminerai par là, ça me rappelle l'histoire de professeur Hogbenden qui avait eu 2%
lors d'une élection présidentielle. Je crois que c'est à laquelle le SDF avait refusé en 90. Ouais, de participer, je crois, à la première élection présidentielle, je ne sais pas, ou la deuxième, en 97, je crois. Et il disait qu'il est le président de l'opposition, c'est ça, non? Il disait qu'il était le président de l'opposition parce qu'il avait participé à l'élection présidentielle de 97, il était deuxième, alors qu'il avait 2%. On a comme l'impression que c'est cette bataille qui va encore se mener. C'est-à-dire que les gens savent que la première place est Paul Biya. Maintenant, qui sera deuxième? MRC, qui a 6 ans d'âge et qui a un seul député, ou le SDF, qui a 26 ans d'âge et qui a 15 députés aujourd'hui, et quelques sénateurs, 7 sénateurs. C'est là où je trouve la véritable bataille pour moi. Voilà. Alors, Achille Azemba, lorsque on découvre les différents discours des leaders des partis politiques de l'opposition, les candidats qui vont donc, qui sont en course pour étudier, il y a un oui qui emporte. Lorsqu'on parle de la coalition, le oui l'emporte, mais le débat semble achoper sur la tête de proue, celui qui va conduire cette coalition. Non, maître s'est exprimé, j'ai compris. Et c'est de bonne guerre, parce que il est dans la subtilité et les jongleries des avocats. Je peux comprendre. Et puis c'est ça qui fait l'aspect difficile et délicat du champ politique, parce que quand Maître affirme, donne l'impression d'affirmer l'assertion selon laquelle le SDF est proche du RDPC, un parti très très proche du RDPC. Bon, je voudrais bien qu'il ait des arguments pour le dire, parce que il ne faut pas qu'on balade les Camerounais. Nous sommes dans une république que je me fais violence pour ne pas l'assimiler à une république bananière. Encore que tous les clignotants tendent vers cela. Mettre un parti politique est fait pour prendre le pouvoir et gouverner. Et le pouvoir également, il y a le pouvoir local, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir exécutif. Quand un parti siège à l'Assemblée, un parti qui a des élus qui siègent à l'Assemblée nationale, un parti qui a des élus qui siègent dans les conseils municipaux, pour vous, siéger dans un conseil municipal ou à l'Assemblée nationale du pays auquel vous avez la nationalité, si cela fait de vous un rapprochement auprès du parti État qui gouverne, ça peut-être, j'ai des manquements là-dessus, c'est vous qui pourrez me le prouver. C'est de la distraction. Et quand Maître Biliga parle, vous sentez la fébrilité. Et je rebondis en disant que le professeur a fait une analyse qui peut être scientifique, qui peut être vraie sur un aspect. Mais ce ne sera pas toujours ça. J'ai fait du marketing. Il y a ce qu'on appelle en marketing la théorie du produit. Si vous permettez, je vais vous expliquer ça. Un produit a une période de naissance, une croissance, une maturation et une phase de déclin. Le RDPC et son champion sont à la phase de déclin. C'est un régime qui est en train de chanceler et qui va tomber. Maître, en 92, 90-92, des Camerounais ont voté pour le changement. Le candidat du changement, Froundi. Ça fait 26 ans aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des jeunes Camerounais qui sont nés après 92, qui ont 24 ans aujourd'hui, qui n'ont pas peut-être connu ces années de braise et qui viennent avec un nouvel esprit. Et que, venus au monde, en regardant la situation d'autres pays, ils se rendent compte que c'est toujours la même figure qui regarde. Et puis le Cameroun n'avance pas. Vous pensez que eux, qui sont allés à l'école, ne peuvent pas se dire à un moment donné, pourquoi nous, qui sommes la force tranquille, ne pouvons pas nous engager pour faire avancer les choses? Les jeunes sont en train de s'inscrire. Ceux qui refusaient d'aller voter ont compris qu'ils doivent le faire. Et c'est pour ça que je vais demander très gentiment au professeur de ne plus développer ce type d'analyse, parce que justement, ça participe du jeu du RDPC. Décourager les gens à aller s'inscrire, à retirer leur carte et aller voter. Si tous les Camerounais qui aspirent à un meilleur Cameroun décident d'aller s'inscrire, de retirer leur carte et d'aller voter,
je vous assure que Mais le 7 octobre... non, permettez, M. Biliga. Permettez, M. Biliga. Laissons Je d'abord vous Achille assure Azebra. que le 7 octobre ne sera qu'une formalité. Parce que, et je vais vous le dire, parce que la question ne se pose plus de qui peut battre le président Biya. Et c'est pour ça que je rejoins le professeur. Mais qui va avoir le courage de prononcer le chiffre qui donne la victoire à l'opposition? C'est de ça qu'il est question. Bon, maintenant, les élections se suivent et ne se ressemblent pas. Vous ne pouvez pas, sauf si vous lisez dans une boule de cristal, me dire que l'élection de 2018 ressemblera à celle de 2019. Les paramètres ne sont pas les mêmes. Mais je sais que vous avez la faculté de comprendre ça. Bon, peut-être, par amour pour votre parti, vous pouvez dire ce que vous avez dit, mais vous, en votre fort intérieur, vous êtes sûr que les choses ne se passeront pas comme à l'accoutumée, parce que en politique, 1 plus 1 n'est pas forcément égal à 2. Ce ne sont pas les mathématiques. Je dis, cette élection de 2018, un candidat de l'opposition va la gagner. Et puis, quand vous dites que c'est impossible que les membres de l'opposition se réunissent, M. Biliga, ils discutent chaque jour. Pas plus tard qu'à l'entrée de ce plateau, on discutait. Et par rapport à Internet, par rapport à Facebook, les réseaux sociaux, M. Biliga, mais c'est un foutu. Tout se dit là-bas. Est-ce que, officiellement, lors d'une conférence de presse, dans un communiqué, vous avez entendu le candidat Joshua aussi tirer sur Maurice Kamto? Qu'en est l'expression le SDF sur l'océan? Ça, c'est une question bien gentille que vous me posez et je vais vous répondre. Pourquoi dit-on que le SDF, c'est l'océan? Narcisse, il faut qu'on soit sérieux. Si vous décidez de vous mettre ensemble pour mettre sur pied une entreprise, pourquoi est-ce qu'on demande que celui qui a la majorité des pourcentages nomme le directeur général? C'est parce que son apport est certainement à plus d'importance que l'apport des autres. Pourquoi voulez-vous que vous ayez une certaine représentativité et que quelqu'un sorte de nulle part, encore que vous n'avez pas toutes les garanties, qui va aller avec vous juste au bout? C'est de ça qu'il est question. On n'a jamais méprisé aucun autre membre de l'opposition. Mais nous, nous disons, asseyons-nous et discutons. Il ne s'agit même pas des postes. Parce que le problème du Cameroun, ce n'est pas les postes. Quand vous dites à quelqu'un que vous allez faire de lui ministre de ceci ou de cela, il faut d'abord gagner l'élection. Je dis qu'on peut discuter sur des sujets plus importants. Par exemple, comment est-ce qu'on fait pour améliorer le code électoral après l'élection de X ou Y? Comment est-ce que nous améliorons notre constitution afin que, comment est-ce qu'on peut permettre qu'une élection soit un peu plus démocratique? Je ne dis pas qu'une élection à un tour n'est pas démocratique, mais à 2 tours, elle est encore un peu plus. Est-ce qu'en France, pour élire Macron, on a eu besoin d'un candidat? On reparle du code électoral tout à l'heure. Alors, mais il est gagé dans le temps de... Non, je veux dire une petite chose. Nous sommes là pour aider à comprendre. À comprendre. Les inscriptions sur les électorats sont arrêtées. Je suis d'accord, je n'ai pas dit... Non, vous avez dit, les jeunes vont s'inscrire, ils vont avoir il faut encourager les jeunes à s'inscrire. Non, j'ai dit au professeur que le discours a mené au découragement, mais après janvier, l'élection s'arrête par la présidentielle. Okay, donc je dis pour la présidentielle, les inscriptions sont arrêtées. Je suis d'accord avec vous. Nous sommes d'accord. La deuxième chose, vous me donnez entièrement raison. Les égos surdimensionnés. Vous estimez que comme vous êtes du SDF, que vous avez 15 députés ou je ne sais pas quoi, 7 sénateurs et quelques conseillers municipaux, c'est vous qui devez être les leaders. Or, il faut noter une chose. Ce n'est pas seulement le parti, l'individu. Macron n'était pas dans un parti, vous qui prenez le Macron. Mais cet individu a montré à un moment donné, il est sorti de nulle part, comme on dit. Il a montré qu'il avait un projet de société. Il a entraîné avec lui un certain nombre de personnes qui démissionnaient même du parti au pouvoir pour le rejoindre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous partez en vous disant c'est nous qui devons être leaders, vous faites faux. Un jeune comme Matomba, ou un jeune comme Dibi, ou un jeune comme quelqu'un d'autre comme le bâtonnier, Afiremouna ou le professeur Kamto, peuvent très bien, malgré le fait qu'ils n'ont pas beaucoup de militants, j'ai dit beaucoup de députés, d'élus, pouvoir bien avoir le charisme qui permet d'aller représenter valablement l'opposition que votre candidat. C'est ce que je voulais faire comprendre. Donc, ne restez pas bloqués si vous ne voulez pas vous dire, vous voulez pas c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, le journaliste, non. C'est quand même bizarre, mais... Nous sommes en train de parler du Cameroun.
Vous parlez parti politique d'une manière bloquée. Je vous ai dit et je vous répète qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas battre le RDPC à la régulière. Et là, je ne suis pas d'accord avec le docteur Luzon et Somba. Faire passer le message sur lequel 9 candidats, un parmi les 8 autres candidats peut battre, par exemple, Biya, c'est faux. Tout à l'heure, vous parliez de l'extrême nord, par exemple, qui est un vivier électoral bien important. À l'extrême nord, je dis dans le grand nord d'une manière générale, Bello Bouba Margari est derrière le président Biya. Amadou Mustafa est derrière le président Biya. Issa Chirou est derrière le président Biya. Le MR de Dakar est derrière le président Biya. L'ADT, je vais même dire, est derrière le président Biya. Vous comptez sur quoi? Et pourquoi est-ce qu'on brûle les effets de Kamtoka et c'est quoi là-bas? Si un ou deux individus ou deux personnes font ce qu'ils font, ce qui est dommageable, ce qui est condamnable, que ce qu'il soit président de l'Assemblée nationale ou pas. L'Assemblée nationale, c'est vous me laissez. Alors, ce que je veux faire comprendre, c'est que... Il est interdit le débat, non? S'il vous plaît. Oui, ça, c'est s'il vous plaît. On peut dire que cela n'est pas bon. Moi, je dis, c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, je suis dans une zone UPCiste. Quand je fais ma campagne, la veille, je suis avec les gars de l'UPC chez moi. On mange ensemble, on rit. Le lendemain, on va faire les élections. Et on se retrouve le soir à la maison en train de manger. C'est pas la guerre. C'est ça que je dis, je ne suis pas content qu'il y ait ce genre de problème. Mais la réalité est là. La réalité est là. On n'a pas besoin de tricher pour gagner l'opposition dispersée. C'est une réalité. Alors finalement, j'imagine que vous avez envie de réagir, mais bien avant, je vais vous relancer. Est-ce que l'essentiel, c'est la coalition? Est-ce que ce qui importe n'est pas le projet de société, par exemple? Évidemment, en matière électorale, les deux comptent. Les deux comptent parce qu'il y a d'abord le projet de société, évidemment, mais après, on tient compte du contexte. Est-ce que vous avez l'impression qu'au sein de l'opposition, il y a un véritable projet de société pour les populations camerounaises? Je vous ai dit que les candidats actuels sont de très bonnes factures. Et quand je dis de très bonnes factures, ce n'est pas la personne physique, ce n'est pas qu'ils sont des beaux garçons. C'est que ces personnes portent, n'est-ce pas, un message, ont un contenu politique. Cabral, depuis quelque temps, il porte un message, il porte une vision. Le mouvement Nao, à Kérémona, ils ont une vision. Les SDF, on connaît, ils ont une vision qui a été éprouvée. Voilà, donc Kamto, il a une vision, il a un projet qu'il porte depuis quelques années. Donc il y a de la matière. Il y en a qui disent souvent, on ne sait pas, ils n'ont pas de projet. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le Matomba, le président Serge Matomba, il a un projet. Et ça, il le développe tous les jours. Il a plein... Ils sont vraiment... Et le projet ils ont de la matière. Ils ont de la matière. Donc, il n'y a rien à dire en matière de contenu. Ils ont du contenu. Ça n'a rien à dire. Et c'est pour ça que ce serait explosif qu'ils se mettent ensemble. Je dis explosif. Ça, c'est clair. Maintenant, stratégiquement, parce que il y a, j'allais dire, des aspects à prendre en compte, l'environnement qu'il faut prendre en compte. Comment le contourner? La difficulté due au fait qu'il y a de temps en temps une confusion entre la machine administrative et la machine du RDPC. De temps en temps, la confusion, c'est toujours. Donc, à partir de ce moment-là, ça demande à ce qu'il y ait une coalition. Parce que la réalité, c'est que ni le SDF, ni le mouvement NAO, ni le MRC, ni 11 millions, personne n'a 360 sous-préfets. Oui. Personne. Personne n'a 58 préfets. Personne n'a 10 gouverneurs de région. Oui. Donc, du coup, et pourtant, ces gens que je viens de citer sont des acteurs importants qui influencent considérablement les résultats des élections. Tout à fait. À partir de ce moment-là, il faut une stratégie qui convie les uns les autres à coaliser. Parce que dans tous les cas, chacun des candidats a une force quelque part. Donc, associer, ça fait une explosion. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut associer à la fois les contenus, c'est-à-dire les projets de société, et aussi la capacité de se mettre ensemble, qui n'est pas aujourd'hui difficile à faire. Ça, je peux le dire. Philippe, vous ne serez pas déçu. Je peux le dire. Donc, à mon avis, aujourd'hui, Maître Bilga a raison. Il a raison quand il dit, parce que après il est du RDPC, il ne peut pas dire que voilà, on a une machine, c'est compliqué. Il ne souhaite même pas que ça marche. Ces machines, c'est difficile de nous battre. Pas parce que le président Biya a des sympathisants ou des militants dans les 10 régions qui ne veulent pas qu'il parte, mais parce qu'il y a
que le président Biya a cette capacité à tenir la machine administrative qui contrôle le processus électoral. Et donc, c'est difficile d'inverser la situation. Mais, je le dis toujours, une coalition des jeunes, aujourd'hui massivement inscrits pour apporter du changement et, n'est-ce pas, la qualité, n'est-ce pas, des candidats d'aujourd'hui, cette coalition des deux forces peut inverser la situation. Parce que là, on voit très bien qu'il y a une démultiplication des bureaux de vote dans les casernes, dans les commissariats, à la présidence et tout le reste. Mais je peux vous garantir que, au regard de ce que nous observons sur le terrain, au regard de l'engouement des jeunes, tout peut arriver. Tout peut arriver parce qu'il y a, et comme j'ai dit aussi, même au sein, n'est-ce pas, du parti au pouvoir, il y a quand même des gens qui estiment que, en réalité, aujourd'hui, il faut peut-être renouveler. Ils ne le disent pas parce qu'il y a la discipline du parti, mais quand vous côtoyez, il y a beaucoup de jeunes. Mais nous, un monde à venir, nous travaillons avec les jeunes. Et nous travaillons avec les jeunes indépendamment de la... J'ai beaucoup de jeunes qui sont du RDPC qui participent à nos activités et qui sont unanimes que il faut aujourd'hui un renouvellement de la classe dirigeante au Cameroun. Ils s'en foutent, ils ne veulent pas regarder qu'ils soient du RDPC ou pas. Et donc, c'est pour ça que je dis que il y a de la matière aujourd'hui pour obtenir un changement. Il faut simplement structurer. Il faut structurer. Et je me réjouis parce que le discours qu'on évoque aujourd'hui, l'océan et machin, c'est dépassé ça. Quand vous écoutez les cadres du SDF, ils n'en parlent plus. Évidemment, il y a eu quelques... Voilà. Mais aujourd'hui, le président aussi... il le dit chaque jour, il est ouvert. Le président Kamto, il le dit chaque jour, ils sont ouverts. Maître Akere, ils sont ouverts. Cabral Libi, ils sont ouverts. Le simple fait de le dire, ça veut dire qu'on n'est pas fermé. Et ils savent les enjeux. Ils savent les enjeux. Ils savent que même au sein de l'autre côté, ils peuvent recruter. Je vous dis qu'il suffit que 2 ou 3, on n'a pas besoin que les 8 candidats se mettent d'accord. Hein. Ça, c'est pas intéressant, ça. Mais il suffit que 2 ou 3 se décident, disent demain que là, c'est bon pour nous, on va ensemble. Vous allez voir le même au sein du RDPC, vous allez voir des gens qui vont dire, là, c'est bon, c'est tout ce qu'on attendait, on va y aller. Ok, oui, Achille, avant que de la parole professeur, Dr. je voulais dire quelque chose. Parce que M. Bilika a dit tout à l'heure que le RDPC n'a pas besoin de tricher pour gagner. Je veux le croire, parce qu'il est quelqu'un qui essaye d'être honnête. Mais comment on peut nous expliquer la création des bureaux de vote dans les casernes militaires au palais, alors que le président a l'habitude d'aller voter à Bastos. Vous ne vous rendez pas compte là qu'il y a quand même quelque chose, parce qu'il y a une disposition du code électoral qui dit qu'un bureau de vote doit être logé dans un lieu qui est accessible au grand public. Je vous pose la question, honnêtement, M. Billy. La loi dit qu'il y a un lieu public ou ouvert au public. Bon, il n'y a pas de grand public. Une caserne est un lieu ouvert au public. Il faut que je vous reprenne ce point. Je vais vous reprendre juste un peu. Oui. La caserne, c'est quoi? La caserne, c'est un peu comme un quartier. Ouais. Je vous donne un exemple simple. Allez à Bonandio, au niveau de l'hôtel, ça va. Ouais. Il y a une caserne là-bas. Ouais. Dans la caserne, il y a les hôpitaux. Il y a les écoles, il y a les logements, où les gens habitent. Il y a les côtés qui sont réservés au niveau où l'armement est gardé. Cette partie-là, vous pouvez être sûr, vous n'entrez jamais. Mais les autres parties, lorsque vous allez à la morgue, à la garnison, c'est une garnison, c'est une caserne. Vous y entrez, n'est-ce pas? Quand vous êtes malade, que vous allez là-bas, vous n'en allez pas. Donc le problème, ce n'est pas tellement là, c'est ouvert au public. C'est un lieu ouvert au public. Mais moi, je dis ceci, ma position est celle-ci. On n'avait pas besoin. Mais c'est de ça qu'on alors, nous sommes. Je vous me demandez la position. Allez-y. Pour moi, j'estime qu'on n'avait pas besoin de le faire. Parce qu'il y a certains actes qui donnent l'impression que le RDPC a peur. Et c'est ça qui pose problème. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Ça coûtait quoi de mettre les bureaux de vote, par exemple, au lycée Jos, qui est à côté, c'est ça, justement. Ou à l'école Petit Jos. À Yaoundé, ça coûtait quoi de mettre les bureaux de vote au niveau du lycée Leclerc, par exemple? Ça coûtait quoi de faire, par exemple, une élection présidentielle? Alors, non, par rapport au truc, il ne faut jamais oublier une chose. La politique, lorsqu'on est au pouvoir, on cherche à conserver le pouvoir. C'est le jeu politique. Et ceux qui veulent arriver au pouvoir cherchent à le conquérir. Et dès qu'ils l'auront conquis, ils vont exactement faire comme les autres. Donc ne pensez pas que vous le savez très bien. J'aime donner les exemples des pays africains dans lesquels les partis d'opposition sont venus au pouvoir.
Ils ont copié en pire ce que les autres ont fait quand ils étaient au pouvoir. Je donne 2 ou 3 exemples. Très rapidement, parce que la Guinée-Conakry. Docteur Luisan, il y a des problèmes en Guinée-Conakry, vous le savez très bien. Non, il y a des problèmes partout. Et il y a des problèmes au Mali, au Niger. On va pas copier le mauvais exemple. Non, pour vous dire tout simplement que dans ces pays, il y avait les partis, il y avait les partis au pouvoir qui posaient les dates qu'on condamnait. Ceux qui condamnaient ces dates sont venus au pouvoir, ils ont fait pire. Donc ne pensez pas que lorsque vous serez demain au pouvoir, vous allez fondamentalement changer grand-chose. Ne croyez pas, ne pensez pas ça. Et le public le sait. Docteur Luisan Soba, vous lisez dans une boule de cristal, mais... René, il faut pouvoir dire que je crois que le développement ici, certains d'entre eux, comme Philippe Nanga, me donnent raison. C'est parce que je fais une analyse froide. Moi, je vais vous dire, lorsque le président annonce sa candidature par le canal de Twitter, je pense qu'à une chaîne qui n'est pas forcément concurrente à la vôtre, je m'exprimais pour dire ceci, qu'il faudrait qu'on lève un peu le curseur pour pouvoir comprendre que si, et je le dis, si j'avais été à la place du président de la République ou si j'avais été l'un de ses conseillers, moi je demanderais au président de la République de procéder par ce qu'on appellerait un référendum constitutionnel. C'est-à-dire qu'il demande au peuple camerounais d'inscrire dans la Constitution une disposition qui lui permettrait de modifier le mandat, de proroger son mandat, d'inscrire dans la Constitution une prorogation de mandat de 2 ans pour le président de la République. C'est-à-dire que nous sommes en 2018, en 2 ans, ça fait 2020. C'est-à-dire qu'il est dans la même logique que le discours de Ouattara. Je ne sais pas si vous lisez un peu mon regard. Alors, à partir de là, 2 ans, je pense que tous les Camerounais seraient d'accord qu'on concède au président ces 2 ans. Il modifie la Constitution. On revient tout à l'heure dans un système, par exemple, à 2 tours, comme on l'a vu au Sénégal. Vous voyez, si c'était un scrutin à 1 tour, c'est que Abdoulaye Wade serait toujours au pouvoir parce qu'au premier tour, il avait battu à plat de couteau tous les autres candidats. Et la coalition sera de fait. Ça dit que voilà. Qu'est-ce qu'il fait donc? Il met en place un code électoral consensuel, il modifie la Constitution parce qu'il est impensable de savoir qu'un jeune qui est responsable pénalement à 18 ans ne puisse pas assumer son destin politique à 18 ans. Vous voyez, voilà autant de réformes. Il préside la CAN, il prépare lui-même sa succession au sein de son parti politique, et à partir de là, le président de la République sort de la manière la plus digne. Et quand je dis, et c'est une analyse froide, bon, on peut la contester, quand je dis qu'il sera difficile et bien difficile de battre le président sur le terrain, c'est justement parce que tout est huilé. Et les uns et les autres le développent ici. Moi, je suis en train de vous le dire, et de la manière la plus ferme. Un président qui a 36 ans au pouvoir ne se fait pas battre facilement aux élections. On a évoqué un certain nombre de cas, et même la situation, vous voyez, du vote dans les casernes, qui achoppe les interprétations. Vous voyez, ce sont autant de choses qui nous amènent à comprendre que le président, c'est un patriarche. C'est quelqu'un qui a un certain âge. Moi, je pense qu'avec lui, il faut négocier une sortie digne que de chercher à le battre aux élections. Parce que la machine électorale, je le dis, les structures, et comme je l'ai développé tout à l'heure, les structures en charge ne sont pas des structures totalement acquises aux autres partis politiques. Donc, ça veut tout simplement dire qu'avec le pouvoir de nomination, comme je l'ai indiqué, le président nomme les 11 membres du Conseil constitutionnel. Vous savez que dès qu'il y a nomination, il y a pouvoir hiérarchique, il y a la nécessité de rendre compte à celui qui vous a nommé. D'où nous avons proposé, par exemple, que dans l'avenir, que le Conseil constitutionnel soit par un des membres élus. Parce que maintenant, avec un autre membre élu comme président, qui ne dépend pas forcément d'une obédience politique affirmée, peut donc aisément prononcer un résultat en toute indépendance et en toute assurance. En attendant, professeur Luisan Somba, que le code électoral soit modifié comme le souhaite Achille Azemba, il y a une réalité qui est évidente. Des élections présidentielles 2018, c'est dans moins d'1 mois. Alors, avez-vous l'impression que... 2 mois. Dans 2 mois, voilà. C'est ce que ma langue m'a fouché. Alors, avez-vous l'impression que les partis de l'opposition ont les moyens nécessaires pour contrôler, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de fraude durant les élections? Je l'ai évoqué tout à l'heure quand je citais les 4 faiblesses des partis de l'opposition. C'est-à-dire d'ailleurs cette faiblesse d'implantation sur l'étendue, parfois quelques programmes qui ne sont pas bien ficelés, et surtout, et ça c'est le débat qui fait vigueur ici, c'est-à-dire que cette incapacité à pouvoir coaliser
parce que il est évident. Cette difficulté, pas une capacité. Bon, cette difficulté, mais ce qui est certain, c'est qu'au regard des différents acteurs, c'est-à-dire des 8 que nous venons que le Conseil électoral venait de valider les candidatures, on se rend quand même compte qu'il peut y avoir un frémissement dans le sens des accords. Parce que quand on regarde Maurice Kamto, on voit Kéré Mounal, Cabral Libi, ce sont des gens qui sont prêts à une discussion, prêts à une coalition. On discute tous les jours. Voilà. Mais il faut... Retenons simplement, et ça, il faut le dire de manière claire, si notre opposition va à rang dispersé, je pense qu'il sera très, très difficile dans ce cas de pouvoir renverser la donne que nous vivons aujourd'hui. Alors, Philippe Nanga, peut-on contourner cette difficulté, cette faiblesse qu'évoque le professeur Luzon Essomba? Faiblesse, non. Je pense qu'il y a des difficultés. Ce n'est pas une faiblesse. Je vous ai dit, j'ai beaucoup de respect pour les candidats en lice, qui sont des personnes qui pensent, avec derrière aussi des équipes qui sont bien structurées, bien formées. Donc, c'est pas des faiblesses. Oui, après, il y a une faiblesse administrative, du point de vue opérationnel, qui peut être contournée. Et comment? J'ai évoqué la coalition acteurs politiques, société civile. Cette coalition peut permettre de contourner, n'est-ce pas, la machine administrative qui accompagne le parti au pouvoir. Parce que, vous savez, le pouvoir de la masse. Donc, vous pouvez avoir 360 sous-préfets, mais ces 360 sous-préfets, même si ils sont entièrement acquis, ce qui n'est pas certain déjà, mais même s'ils étaient entièrement acquis au parti au pouvoir, les jeunes peuvent permettre d'inverser la situation. On a vu l'exemple de 92. Je veux dire qu'il y a un regain, n'est-ce pas, d'intéressement qu'il faut prendre en compte, qui peut amener, n'est-ce pas, l'administration à fléchir et donc à être obligé, n'est-ce pas, de plier, parce que il n'y a pas plus de fraude, il n'y aura pas plus de fraude en 2018 qu'en 92. Mais on a vu quand même qu'il y a eu un résultat qui était, on le dit officieusement, en faveur des forces du changement. Je pense qu'il y a un travail qui peut se faire. Il y a une possibilité de contourner cette difficulté-là. Et il me semble que, d'un côté, les jeunes qui sont majoritairement inscrits aujourd'hui sont bien conscients de cela. Les candidats en lice sont aussi bien conscients de cela. Et moi, je parle beaucoup des jeunes. Parce que aujourd'hui, les jeunes, qu'ils soient du parti au pouvoir ou, n'est-ce pas, favorables, n'est-ce pas, à l'opposition, sont presque tous unanimes sur le besoin de renouvellement de la classe dirigeante. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et qu'il faut prendre au sérieux. Et je crois que si les acteurs politiques de l'opposition prennent cela en compte, il y a des possibilités de contourner ce que nous appelons tous la difficulté, n'est-ce pas, due à l'administration électorale qui est presque contrôlée par le parti au pouvoir. Mais il faut le dire aussi, quand j'évoque n'est-ce pas, les 360 sous-préfets, c'est une manière de dire, mais rien ne vous renseigne que les 360 sont acquis, parce qu'il y a des jeunes administrateurs aussi parmi les 360 qui eux aussi aspirent quand même à avoir, n'est-ce pas, la société camerounaise s'est renouvelée. C'est pareil, partout où vous allez à l'université, vous allez trouver des jeunes enseignants qui veulent voir les choses changer. Vous allez dans l'administration publique, vous allez voir des jeunes cadres qui veulent voir les choses changer. Donc, il y a un certain engouement, n'est-ce pas, à voir les choses quand même se renouveler dans notre pays. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut prendre ça en compte. Et moi, j'ai dit, le résultat aujourd'hui qu'on a avec 9 candidats, c'était un résultat plutôt favorable à l'obtention d'un changement. Parce que c'est facile de négocier, n'est-ce pas, une dynamique de changement avec peu de personnes, comme on le voit depuis cet après-midi. Alors, Achille Azemba, ces voies de contournement qu'évoque Philippe Nanga sont-elles explorées au sein de l'opposition? Non, je voudrais dire quelque chose d'extrêmement important, et que nos amis d'en face, quand je dis nos amis, bon, je dis nos concitoyens d'en face, du RDPC pour ne pas les citer. C'est vrai que vous êtes en face. Se plaisent à développer ce discours qui essaye de créer la division. Peut-être par le passé, ça a marché, mais M. Billy Gachou regrette de vous dire que cette année, ça ne passera pas. Les acteurs de l'opposition, comme Philippe l'a dit, les autres candidats, peut-être
à l'exception de Difford qui rentre nouvellement là sur le champ politique camerounais, peut-être là, excepté lui, les 7 autres sont régulièrement en discussion. Mais c'est une élection présidentielle à un tour. Stratégiquement, on n'a pas besoin de dire avec qui on discute et ce qu'on a dit. Mais l'objectif, nous sommes à 2 mois. Donc il y a quand même un peu d'espace pour ficeler un certain nombre de choses. Et il y a des choses que pour annoncer, il faut suffisamment discuter, mûrir la réflexion. On est quand même dans le cas d'une élection présidentielle, à savoir la personnalité la plus importante qui sera appelée à assumer aux destinées de ce pays. Donc, de grâce, qu'on essaye un peu de prendre la chose avec plus de sérieux. Et pour revenir à l'idée de le SDF et l'océan, non. Le discours évolue tous les jours. Nous respectons tous les autres candidats et nous échangeons avec eux. Aussi petits soient-ils, même les responsables de partis qui n'ont pas vu la candidature être retenue, nous discutons avec eux. Et on est dans une dynamique. L'important, c'est que au soir du 7, qu'on ait obtenu quelque chose qui puisse permettre au Cameroun d'avancer. Et je vais vous dire, rien ne garantit. Parce qu'un électeur n'est l'esclave de personne. Un électeur peut voter 5 fois pour vous, parce que vous prenez l'exemple selon lequel, bon, il y a eu plusieurs élections, l'opposition a été battue, et cette fois-ci, ce sera la même chose. Rien ne le garantit, M. Biliga. Quelqu'un peut avoir voté pour vous 4 fois, il se rend compte à la fin que peut-être les espoirs escomptés, les objectifs ne sont pas atteints, et il décide cette autre fois de virer. Donc, les jeux sont suffisamment ouverts et tout est possible. Ne parlez pas d'impossibilité. Parlez plutôt de la difficulté. Et là, j'ai rejoint le professeur. Est-ce que le président de la Cour constitutionnelle aura suffisamment de courage pour prononcer le pourcentage du vainqueur de l'opposition? Parce que je suis sûr qu'au lendemain du 7 octobre, un candidat de l'opposition sera en tête. Alors, la question qui va suivre peut sembler osée, mais je vais quand même la poser. C'est par là qu'on va sortir. Alors, Philippe Nganga, qui gagne les élections présidentielles de 2018 au Cameroun? Ben, c'est lui qui va réussir à fédérer les forces de changement. C'est lui qui va réussir à coaliser la société civile et les jeunes, surtout. Je crois que c'est celui-là qui va porter, n'est-ce pas, le flambeau. C'est celui qui va faire objet d'adhésion, n'est-ce pas, par ses pairs. Parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, il y a un travail collectif qui est important entre les acteurs politiques pour obtenir, n'est-ce pas, le changement. Le plus important ici, c'est de savoir qu'il y a un engouement certain à obtenir un changement. Ça, c'est l'élément, c'est l'indicateur important qui peut favoriser, n'est-ce pas, que n'importe lequel de ces candidats-là puisse gagner, à condition qu'il est parvenu, n'est-ce pas, à coaliser, non seulement avec ses pairs, mais à coaliser avec les acteurs de société civile. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas contourner, n'est-ce pas, la prise en compte, n'est-ce pas, des acteurs de société civile qui ont un impact, et surtout ces milliers de jeunes qui ont décidé, ces millions, n'est-ce pas, de jeunes qui ont décidé de s'intéresser désormais à la question électorale. J'imagine qu'un mois d'avenir sera dans presque tous les bureaux de vote pour s'assurer que tout se déroule bien. Notre travail, c'est d'abord de rassurer, n'est-ce pas, les Camerounais, que c'est vrai, il y a une machine de fraude qui semble structurée et en place. C'est vrai que le code électoral, nous avons mené toutes les batailles qu'on a pu pour obtenir des changements, ça n'a pas été possible. C'est vrai qu'il y a tout ça, toutes ces contraintes, mais nous faisons de notre mieux pour être présents. D'ailleurs, je l'annonce ici, je l'ai dit dans d'autres espaces, un monde à venir a préparé ce que nous avons appelé la caravane citoyenne contre la fraude électorale. Donc, c'est des jeunes gens qui sont déjà sur le terrain pour observer tous les actes qui concourent à la fraude électorale. Et nous allons les dénoncer. Vous allez voir, on va être très présents, n'est-ce pas, en termes de dénonciation dans les jours à venir, pour justement empêcher que la machine de fraude électorale se mette en place. Déjà, je rassure que nous avons aujourd'hui déjà à peu près 1200 observateurs formés. Nous allons être dans les 10 régions. Et la société civile est en train de s'organiser au travers d'un collectif des organisations de la société civile pour les élections transparentes. Je l'annonce aussi. Donc, nous allons être présents dans les 10 régions, dans les 360 communes, ça c'est clair.
Maintenant, déjà, pour ce qui est du département du Bourg, je peux vous garantir que nous allons être présents dans l'ensemble du bureau de vote du Bourg. Ça, c'est déjà un acquis. Maintenant, nous sommes en train de travailler avec d'autres acteurs, société civile, pour contrôler les autres communes du Cameroun. Alors, à la question de savoir, M. Biliga, qui va gagner l'élection présidentielle au soir du 7 octobre prochain, j'imagine que la réponse est évidente pour vous. Moi, je te dis de manière objective. Hein. En fait, vous savez bien que généralement, je dis ce que je pense. Hein. Je le fais de manière vraiment objective. Aujourd'hui, l'opposition ne peut pas battre le RDPC. Je voudrais quand même dire deux ou trois choses. Très rapidement, parce qu'on a plus de temps. La première chose, c'est que tous les jours, on vous dit une élection à 2 tours, c'est rassuré. Lorsqu'elle a lieu, l'opposition gagne. Ce n'est pas toujours ça. Nous sortons d'une élection au Zimbabwe, c'était à 2 tours. Au premier tour, le président en place a gagné. Il ne faut pas oublier ça. Il y a, avant que le président, pendant que le président Bongo était au pouvoir, il avait une élection à 2 tours là-bas. Il a gagné. Il gagnait avant d'aller au second tour. Au Cameroun, toutes les élections qui ont eu lieu, hormis celle de 1992, toutes les autres élections, l'opposition réunie ne fallait pas 10%. Je peux me tromper. Ou 20%. C'est pour moins de 20%. Ça veut dire que même si on allait, c'était une élection à 2 tours, au premier tour, le RDPC gagnait à 80%. Troisième chose que je voudrais dire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus penser que lorsqu'on va au second tour, toute l'opposition se réunit d'un côté. La plupart des temps, au second tour, il y a les coalitions qui se font entre le parti qui est au pouvoir et le deuxième ou le troisième, généralement le troisième ou le quatrième. C'est ce qui est en train de se passer. Je crois qu'il y a au Mali, c'est au Mali qu'il y a l'élection des droits. C'est là en train de s'être fait. C'est-à-dire qu'il y a certains partis d'opposition qui sont sortis, je crois, quatrième, qui vont se rallier au parti au pouvoir. Donc, n'ayez pas l'impression, il ne faut pas donner l'impression aux populations que dès qu'on va au deuxième tour, d'une manière automatique, tous les partis d'opposition vont se coaliser contre le président, contre le candidat du parti au pouvoir. C'est ce que je voulais dire ajouter. D'accord, c'est bien compris. Le message n'est pas entré dans les oreilles dessous, j'imagine. Alors, qui gagne les élections? Et je vous ai dit que nous étions en discussion, mais la seule chose pour laquelle je suis certain, c'est que le président Biya ira en retraite au lendemain du 7 octobre 2018. Donc vous n'avez pas encore idée de celui qui va gagner? Non, je vous dis que le président Biya ira en retraite. Non, c'est pas la question. La question c'est qui va gagner. Non, je vous ai, ne me forcez pas. La question, ou justement, qui va gagner. Moi, j'ai répondu le président Biya. Vous n'avez pas confiance vous voulez que je le dise à haute intelligible voix? C'est Namagé aussi. Non, c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez que je dise pour frustrer les autres acteurs avec qui nous sommes en train de changer et pour aller vers une stratégie gagnante. Je vous dis que le président Biya va perdre cette élection et l'un des 7 acteurs, l'un des 8 autres acteurs, parmi les autres 8 candidats, un arrivera vainqueur. Je rappelle quand même qu'il y a 2 semaines, vous annoncez sur ce même plateau que le SDF allait gagner. Ah voilà. Vous vous souvenez quand même? Je vous ai dit que le SDF va gagner. Vous l'avez dit. Non. Et vous avez insisté. Non, mais je pense que peut-être pour répondre à cela, hein, je ne suis pas du SDF, c'est clair, mais maintenant... Oh, mais c'est un peu, hein. Non, parce que moi, c'est un peu. Et moi, quand je vous suis tout à l'heure, vous avez parlé de la machine contre la fraude électorale. Dans votre esprit, la fraude électorale, c'est le RDPC. Non. Alors, maître, je voudrais que ça soit clair. On va évoluer. Maître, je peux vous garantir que nous avons des preuves des fraudes menées par les partis de l'opposition. Je peux vous garantir. Merci beaucoup. Non, je peux vous garantir. Non, je voulais juste dire tu le connais très rapidement et puis on a même dans une coalition, je suis en train de vous dire que les acteurs de l'opposition sont en train de discuter et il n'est pas exclu que Joshua aussi, par exemple, soit choisi comme le porte-étendard de cette opposition, auquel cas il gagnera les élections présidentielles. Professeur. Oui, moi je pense que c'est d'abord le peuple qui doit gagner cette élection. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que c'est le peuple qui dans le processus de dévolution du pouvoir, tout part du peuple. Et quand je parle du peuple, justement, je parle de ce peuple qui voudrait le changement. Mais maintenant, je voudrais vous dire, lorsque j'analyse la posture des acteurs, c'est-à-dire que je me rends compte que le président Biya puisse rassurer que quiconque. Parce que quand on voit, c'est-à-dire que sur le terrain, un certain nombre de grilles de lecture permettent quand même de comprendre que la posture du président est celle de quelqu'un qui a déjà gagné l'élection. Et c'est pourquoi je dis, dans le classement que je pourrais faire, et vous voyez qu'il ne va pas s'en éloigner, je pense que si
les élections se déroulent dans des conditions les plus transparentes et que les partis d'opposition décident de se fédérer, on peut avoir une opposition gagnante. Mais si ce n'est pas le cas, je pense que le président de la République, Paul Biya, va davantage rempiler, donc il va gagner. Après lui, je peux mettre Maurice Kamto. Après Maurice Kamto, Kaba Libi. Kaba Libi, Serge Matomba et Raquel Mouna pourra suivre. Donc vous allez voir que le résultat au final peut répondre à ce classement que je venais de faire au regard des actions posées sur le terrain. Voilà, en quelques minutes, on va embrayer sur le second sujet. Ce sera après ce générique. La récréation est terminée, ainsi s'exprimait Atangadji, le ministre de l'administration territoriale, au moment où il reçoit dans ses services 4 des chefs traditionnels de Buea libérés par des individus encore non identifiés. Achille Zemba, comment interprétez-vous cette déclaration du MINAT? Oui, la sortie du MINAT, je vais vous le dire sincèrement, m'a laissé un peu pantois. Et sur un autre plateau comme celui-ci, un camarade de M. Mbiliga m'a jeté à la figure qu'il ne sait pas pourquoi nous n'aimons pas Atangadji. Je dis, il n'est pas question d'aimer Atangadji ou pas. Quand nous nous prononçons, nous jugeons les actions des ministres de la République. Je dis, sa sortie est, à mon avis, malvenue parce que, voyez-vous, on a l'impression d'être face à deux extrêmes. D'un côté, un certain nombre de compatriotes, parce que quel que soit ce qui se passe sur le terrain, ces sécessionnistes-là, appelez-les comme vous voulez, ils restent des compatriotes. Ce ne sont pas des Nigérians qui sont venus poser des actes au Cameroun. Ce sont des compatriotes que nous avons l'obligation de respecter, quoi qu'il se passe. Donc, d'un côté, ils posent des actes qui frisent l'extrémisme, et en face, on a un ministre de l'administration territoriale qui tient un discours qui me semble assimilable à un pompier qui, au lieu de teindre le feu, plutôt l'artise. Parce que, voyez-vous, quand il dit la récréation est terminée, ça veut dire qu'il a permis la récréation. Alors, pendant la récréation, il y a quand même des morts qui se comptent de tous les camps. Je vous rappelle qu'on perd également des membres des forces de nos défenses, ceux qui ont la vocation de nous défendre, ceux qui nous permettent de dormir quand même. Il ne faut pas négliger ça. Donc quand le ministre de l'administration territoriale, je l'ai écouté sur une chaîne concurrente, dit même que ces sécessionnistes vont être pourchassés, et même leur génération. Moi je trouve que ce n'est pas un discours qui est parti pour apaiser. Plus que jamais, on doit multiplier les actions pour aller vers l'apaisement, vers le dialogue, échanger, discuter, dialoguer, pour voir dans quelle mesure on peut... Et puis, j'ai un autre problème, parce que quand démarrait cette crise, je crois que M. Atangadji était l'une des personnalités, à l'époque ressources du RDPC, qui a affirmé à haute et intelligible voix qu'il n'y avait pas de problème. J'ai l'impression que on est peut-être en train d'envoyer la mauvaise personne résoudre un problème pour lequel il n'a pas les aptitudes. Parce que voyez-vous, si vous êtes malade, vous arrivez dans un hôpital, il faut déjà accepter devant le médecin que vous êtes malade. Parce que si vous refusez d'accepter que vous êtes malade, comment est-ce que vous pouvez être soigné? Donc j'ai l'impression que c'est peut-être la mauvaise personne qui est en train d'essayer de résoudre le problème. Et on n'est pas parti pour sortir de l'auberge en multipliant C'est vrai que l'État doit être fort, mais nous sommes face à une situation où il y a des pertes en vies humaines et rien ne justifie une quelconque récréation. Pareil pour je peux dire, le maire de Buea. Le maire de Buea, moi je trouve également, je suis maire, je n'ai pas envie d'avancer des propos désobligeants à l'endroit d'un magistrat municipal, mais je trouve que ce type d'attitude n'est pas bien, n'est pas parti pour encourager le dialogue, parce que le cardinal Toumi a fait une proposition. C'est-à-dire que ce n'est pas une idée qui est arrêtée, on peut l'améliorer, c'est-à-dire qu'il a jeté une bouteille à la mare. Bon, il est question qu'on voit dans quelle mesure on peut renforcer cette idée ou trouver... Bon, c'est vrai qu'il a proposé de libérer les prisonniers politiques, mais c'est un point de vue qu'on peut compléter. Mais
l'important, c'est qu'on puisse s'asseoir autour d'une table et discuter. Et je ne pense pas que, sauf si le maire de Buea veut faire dans la Starmania, si on veut tenir une réunion ou bien, je ne sais pas moi, un événement à Buea, ce n'est pas à lui qu'on vient déclarer la manifestation. Donc, il est un peu dans ce que je peux appeler le matu vu, ou peut-être cette situation, quelque part, l'arrangerait, mais je dis, quand des Camerounais perdent leur vie, de quel côté qu'ils se trouvent, je trouve que plus que jamais, avant de pouvoir dire quelque chose, nous avons obligation de remuer la langue plusieurs fois avant de nous prononcer. Alors Philippe Nanga, la posture d'Anganji qui semble rassurer les Camerounais, comme pour dire que le gouvernement a désormais, maîtrise désormais la situation, est-ce que c'est la même impression que vous avez à l'écouter? Non, on ne rassure pas les Camerounais avec les mots, on rassure les Camerounais avec des faits. Parce que après ici à Yaoundé, de dire la question est terminée, c'est une chose. Il faut peut-être pouvoir aller à Kumba, au Bialem, même à Buea et le dire. Donc ça pourrait peut-être rassurer davantage. Il a quand même promis que ceux qui qualifient les terroristes seront pourchassés. Ça fait 2 ans et demi que c'est dit comme ça, hein. Le discours n'a pas changé. Hein. Moi, je ne suis pas surpris de ce genre de discours. M. Atanganji est quand même dans un gouvernement qui a choisi l'autoritarisme comme mode de gouvernance. Et quand vous êtes dans un gouvernement comme celui-là, c'est normal que vous teniez ce genre de discours. Donc, il est dans une posture qui correspond à son, au régime pour lequel il travaille. Il ne va pas changer. Maintenant, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup aidé. Je dis ils n'ont pas, ceux qui ont tenu ce genre de langage depuis 2 ans, ils n'ont pas aidé à sortir de cette situation. Parce que quand cette situation commence il y a 2 ans, je fais partie de ceux qui disent attention, il faut s'asseoir pour régler ce problème-là. C'est pas avec les armes qu'on va régler ça. Et on n'est pas écouté du tout. Et à chaque fois, on nous dit ah oui, mais l'État n'a pas négocié, l'État est fort, l'État va prendre des dispositions. Voilà, le ministre de la Défense est allé à Buea, 2 fois aller-retour, il a été attaqué. Voilà, donc ça montre quand même la gravité de la situation. Donc, vous ne pouvez pas, dans un environnement où le patron de la défense est attaqué, aller et retour, et vous restez à Yaoundé pour dire la création est terminée. Je pense qu'il ne faut pas jouer avec les mots. Pendant que vous dites ça, il y a des gens qui continuent de mourir. Je pense qu'il faut arrêter. Aujourd'hui, c'est pareil. Le cardinal prend une initiative. On dit ah non, on n'est pas d'accord. Voilà, nous on a les moyens de régler. Et on ne voit pas ces moyens-là. Aujourd'hui, on est en train d'aller, on parle d'élection. Là, je peux vous dire que nous, on a des acteurs, on a formé des observateurs dans les 2 régions, du nord et du sud-ouest, mais on ne peut pas oser aller là-bas parler d'élection. Personne ne peut parler d'élection là-bas. Je vous garantis, hein, même pas les cas. Personne, là, dans l'état actuel. Donc, et comment ils nous rassurent là? Ils nous rassurent comment? Ils nous rassurent comment? Vous ne pouvez pas aller. Moi, j'ai des animateurs que j'ai formés qui sont au chômage à Buea, dans le sud-ouest. Ils ne peuvent pas parler d'élection. Ils ne peuvent pas parler d'élection. Et comment le ministre rassure les gens? Ce n'est pas avec les discours. Je pense qu'il faut régler le problème. Il y a un problème, il faut le régler. Et ce n'est pas avec la chicotte. Ça, c'est terminé. Et je crois que cette question divise les cadres du RDPC. Il y en a beaucoup qui trouvent que il faut arrêter avec cette posture, n'est-ce pas, autoritariste, n'est-ce pas, et revenir sur terre, utiliser les moyens modernes de règlement de conflits. Parce que l'époque où on utilisait les armes, la chicotte pour régler les problèmes, c'est dépassé. Aujourd'hui, on est dans un monde moderne, que vous le voulez ou pas. C'est pour ça que quand vous voulez, même votre enfant à la maison, vous le tapez écrit fort, le voisin a l'obligation d'intervenir. Et vous n'allez pas empêcher le voisin de venir intervenir. Il ne va pas vous laisser tuer quelqu'un. Non. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut que des personnes comme le ministre de l'AT, que je trouve souvent très enthousiaste, mais qui prend souvent des postures qui malheureusement n'aident pas à sortir de cette situation-là. Il faudrait peut-être que les amis qui sont RDPC, de temps en temps, attirent l'attention de leur président national, qui est président de la République, n'est-ce pas, de parler à ses membres du gouvernement qu'attention, on est un pays. On n'est pas 2 pays. Il n'y a pas pour nous autres Camerounais, citoyens camerounais, il n'y a pas 2 pays. Il n'y a pas la guerre contre un autre. Non, il y a un Cameroun avec une partie des Camerounais qui se sentent marginalisés, qui l'ont exprimé, qui ont été malheureusement réprimés et qui aujourd'hui ont été poussés à l'extrémisme. Et malheureusement, il y a des extrémistes qui ont pris le pas et qui essaient de contrôler la situation
qu'on peut ramener, n'est-ce pas, à des possibilités de résolution de ce problème. Je pense qu'il faut arrêter les discours qui nourrissent plutôt la haine et qui n'aident pas du tout à sortir de cette situation. Moi, à la réalité, je suis à chaque fois choqué parce que, voyez-vous, on a arrêté des chefs traditionnels, d'accord? Et on nous apprend qu'ils sont relaxés. Bravo! Personne ne vous dit comment ils ont été relaxés. Mais ils sont dehors, on ne vous dit pas comment ils ont été relaxés. Et puis on dit non, la récréation est terminée. Commencez par nous dire comment ils ont été relaxés. Ils ont été arrêtés par qui? Aujourd'hui, la situation est tellement confuse. C'est pour ça que beaucoup de Camerounais estiment que je crois qu'il ne faut pas pousser, n'est-ce pas, notre patriarche, n'est-ce pas, au bout, parce qu'on a l'impression qu'on veut mettre la pression maximum sur le président, et puis on sait qu'il n'a pas suffisamment d'énergie pour sortir, aller voir sur place qu'est-ce qui se passe, et les gens en profitent, n'est-ce pas, pour aujourd'hui mettre le Cameroun dans une situation qui risque d'être incontrôlable, parce que nous qui travaillons sur la question électorale, nous sommes dans un moment qui nous invite à nous défaire de tout discours haineux qui peut être un prétexte à un embrasement. Alors, docteur Lésion Soba, avez-vous trouvé également excessif le ministre de l'administration territoriale? Je crois que le ministre est parfaitement dans son rôle, mais un rôle qui n'amène pas vers l'apaisement. Je vais vous dire, ça fait pratiquement 3 semaines où il avait déjà pris une lettre qui lui donnait les pouvoirs de s'immiscer au sein des partis politiques, c'est-à-dire des associations privées. C'était trop grave. C'est-à-dire qu'un ministre qui décide de choisir des leaders politiques dans chaque parti de l'opposition, c'était trop grave. Et 3 semaines plus tard, il fait une sortie aussi corrosive. Vous savez, monsieur René Moto, l'un n'est plus à des résolutions de ce conflit par la voie militaire, humanitaire ou sécuritaire. Moi, je pense pour ma part que le meilleur discours qui puisse être tenu, qui puisse tendre vers l'apaisement, c'est justement cette nécessité de négociation. Vous savez, on l'a toujours dit, et c'est l'expression la plus forte. Vous savez, autant mieux 100 jours de négociation qu'un seul jour de guerre. Nous parlons sur ce plateau aisément, nous allons rentrer aisément, mais je dois vous dire, moi j'ai une famille à Bamenda, ça ne va pas de ce côté. Et ça, il faut le dire clairement aux Camerounais. Donc le ministre ne doit pas davantage viser à bâillonner la situation, à la rendre davantage plus difficile. Le contexte de sécurité est déjà particulièrement tendu. Je pense que les sorties des hautes autorités, comme le cas à l'espèce du ministre de l'administration territoriale, méritent d'être des sorties qui apaisent. Parce que lorsqu'il dit « la récréation est terminée », ce n'est pas un bon discours d'apaisement. Maintenant, nous allons chasser les terroristes. Moi, j'ai aimé le discours du président de la République au piédestal des Nations Unies, où il dit « nous sommes les mendiants de la paix ». Mais mangeons cette paix pour que, justement, l'ordre revienne au Cameroun. Parce que c'est intolérable de penser que un ministre peut sortir, déclarer un certain nombre de choses dans un contexte aussi sensible, sans que pour autant le discours ne soit trié sur le volet pour pouvoir amener les uns les autres. Le ministre Atangadi, on l'a vu, a été parmi ceux qui ont, parmi les personnalités qu'on avait choisi pour aller régler le problème dans les zones dites querellées anglophones, mais il sait la manière avec laquelle il a été reçu et accueilli dans cette ville. Donc moi je pense pour ma part que le ministre doit éviter des actes d'exubérance. Il doit se poser. Il venait de parler. On l'a vu, René Sadi était ministre de l'administration territoriale. On n'a pas vu ces agitations. Que le ministre Atangadi prenne du recul, c'est une autre personnalité. La crise qui s'est vue aujourd'hui, depuis 2 ans et demi, vous voyez, l'État a utilisé, on l'a vu, on l'a dit, le président a utilisé tous les moyens possibles, envoyer des élites, des personnalités, le Premier ministre, créer des commissions du bilinguisme et du multiculturalisme. On va, comment dire, cette volonté de régler cette affaire, mais ne poussons pas davantage les braises dans le feu. Parce qu'en réalité, le ministre Atangadi devrait donc, pour ma part, moi je l'estime, parce qu'en l'espace de 2 mois, il fait 2 sorties corrosives qui tendent justement à davantage enfler cette situation dans le sens de la pérennité de l'insécurité. Moi je pense qu'il devrait prendre du recul. Alors, Maître Biliga, que dites-vous de l'attitude d'Atangadi?
Ma position est claire, hein, je l'ai toujours dit sur les plateaux, je suis pour la paix. Je suis contre la guerre, c'est clair et net. Personne ne gagne dans la guerre. Lorsque demain on aura dit oui, on a maté les sécessionnistes, qui va remettre aux familles des militaires, des civils, leurs familles, leurs enfants, les sous-préfets à lever et exécuter? Personne. Chaque personne qui meurt est un échec pour notre pays. Nous devons tout faire, autant que faire se peut, pour éviter la guerre. Moi, je voudrais parler de ministres. N'oubliez pas qu'il est secrétaire permanent au Conseil national de la sécurité. Peut-être qu'il confond son rôle de sécuritaire, Voilà. Sécurocrate et celui du ministre de l'administration territoriale. Comme l'a dit tout à l'heure le docteur, ça ne sert à rien de marteler en disant, sachant que le lendemain, dès qu'on aurait prévu de dire 3 personnes seront exécutées. Voilà. C'est ce qui se passe en réalité. Et ça, c'est pas bon. J'ai suivi le délégué du gouvernement, non, le maire de Buea. Je l'ai suivi avec tout ce qu'il a fait avec sa marche. J'étais très curieux, je me disais, combien de personnes il y aura? J'ai fait tout de suite une comparaison avec la marche du 1er octobre, ou je ne sais pas quoi. Il n'y avait pas maths. C'est-à-dire qu'autant on avait de manière spontanée des gens sortir avec des arbres de paix, et de l'autre côté, on avait comme l'impression que c'est les employés de la mairie qu'on a obligés à venir marcher. On peut poser un acte croyant que cet acte a un effet positif, et cet acte a un effet totalement négatif. De la même manière, vous savez que le lundi, à Buea et autres, il y a Augustin, Villemort, et il avait décrété qu'il s'est permis de fermer les banques, certaines banques, parce qu'elles n'ont pas ouvert. Encore que hier, il s'est permis de percer les roues des véhicules. Voilà. Donc moi, je pense que c'est pas normal. C'est pas normal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que force les autres à ouvrir les boutiques. Si ces personnes estiment qu'elles sont soit elles ont peur ou gens sont d'accord, mais on les laisse. C'est leur droit de ne pas ouvrir les boutiques et autres. Là. Et il a dit qu'il va interdire l'anglophone conference. L'anglophone conference. Donc je peux en dire que c'est pas la première fois qu'il y a des anglophone conference. C'est la troisième. C'est la troisième fois. La deuxième chose, c'est que je dis, tout récemment, il n'a pas qualité. Il n'a pas qualité. Tout récemment, le maire de Yabassi a voulu faire une réunion dans le cadre de la mise en place d'une structure pour gérer sa commune. Le sous-préfet a interdit cette réunion-là. Alors, je ne comprends pas comment un préfet, un maire peut lui interdire la réunion. Il n'a pas ce pouvoir. Il n'a pas cette qualité. D'autant plus que ce que j'ai pu comprendre, c'est que le gouvernement, en réalité, sur ce que j'ai mal compris, n'a pas interdit la réunion de s'opposer à cette réunion. La seule chose, c'est les préalables. Donc, notamment la libération des personnes qui sont arrêtées. Mais je dis, vous savez que si on avait dit aux gens que Mme Gbagbo serait libérée aujourd'hui, personne n'aurait cru. Compte tenu de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, laissons le temps au temps. Je pense que même cette libération interviendra, le Cameroun reviendra en paix. Évitons de mettre de l'huile au feu. Alors, on sort par ces dernières questions. Philippe Nanga, le MINAT, on parle à Tangandji bien sûr, dit que rien ne justifie ces actes barbares des sécessionnistes. Il en veut pour preuve. Il dit par exemple, il se défend en disant que au départ, on a parlé des revendications corporatistes et que tout cela a été résolu et que d'autres solutions sont en train de être trouvées. Alors, est-ce que c'est un justificatif qui tient la route? Non, je pense que nous sommes tous unanimes sur ce plateau. Il faut aller vers l'apaisement. Cette affaire a assez duré. On connaît le problème. Et tout le monde est d'accord qu'il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. S'arrêter, c'est-à-dire trouver un temps d'échange, de discussion, dialoguer. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne perdons rien à le faire. Au contraire, nous perdons à persister dans des défis. Et ça ne nous avance à rien. Je crois que, je le dis, il ne faudrait pas que les gens favorisent l'embrasement de notre pays. L'histoire est souvent sans appel. Il ne faut pas que les gens laissent, n'est-ce pas, et s'inscrivent négativement dans l'histoire. Il vaut mieux que les gens travaillent à ce que l'histoire retienne qu'ils auront contribué à construire une société de paix, une société de dialogue, une société paisible, au lieu que l'histoire retienne que c'est à cause d'eux que le pays s'est embrasé et
qu'on a perdu, qu'on a eu des pertes énormes en hommes, en matériel et autres. Je crois, à mon avis, si je devrais dire quelque chose au ministre Atangandji, c'est que l'heure n'est pas à l'activation de la violence. L'heure est donc à ce qu'ils ont, le cardinal Tumi qualifie de conférence générale des anglophones. Je pense que là que passera la solution. Je pense que tous les acteurs, société civile, nous on l'a dit, on l'a demandé, les acteurs politiques ont demandé, même au sein du RDPC, j'ai entendu beaucoup de cadres dire vraiment il faut mettre en place le dialogue. Alors, tout le monde, les gens se sont retournés pour dire écoutez, il y a quand même des porteurs de l'éthique, les religieux. C'est pas que le cardinal Tumi, parce qu'après on met tout le cardinal Tumi devant la scène, mais c'est pas que. Il y a le chef musulman. Il y a même Tif Moukete voilà, qui a fait une sortie. Donc je pense que c'est des religieux qui ont dit écoutez, cette situation demande que nous on prenne en main les choses parce que l'administration, voilà, les politiques, la société civile a du mal à prendre le devant. Nous on prend le devant pour essayer de trouver une solution. Et il semble que le cardinal Tumi, qui connaît très bien le problème, quand il s'avance à faire une proposition, c'est qu'il a examiné le terrain. Il a parlé à des gens qui ont dit oh, écoute, vas-y. Maintenant, il faudrait plutôt que le gouvernement encourage cette initiative parce que nous avons tous tout intérêt qui est apaisement avant le 7 octobre. Parce que l'élection, c'est un moment de construction de la solidarité. C'est aussi souvent un moment de déchirement d'un État qui peut nous conduire à un embrasement incontrôlable. Monsieur le maire. Oui, comme on l'a dit, aucun Camerounais ne souhaite voir le Cameroun voler en lambeaux. Plus que jamais, c'est l'occasion de demander à chaque Camerounais de taire son ego. Quand on perd un citoyen, cette vie-là est irremplaçable. Donc, plus que jamais, quel que soit du côté où l'on se trouve, qu'on essaie de développer les actions, de mener des actions qui peuvent plutôt tendre vers l'apaisement, le dialogue. Et puis, c'est quand même formidable. On n'a entendu aucun sécessionniste lever la voix pour dire qu'il condamnait l'initiative. Donc, moi, je pense que c'est une initiative qui est la bienvenue. On peut l'encadrer. On peut plutôt peut-être renforcer les acteurs qui vont intervenir dans ce processus. Mais toujours est-il qu'il y a une idée géniale, moi je trouve géniale là-dedans, de pouvoir faire asseoir les fils de ces deux localités. Parce qu'on a l'impression que vous pouvez venir du Nord, bon, c'est peut-être un procès d'intention, mais je trouve que c'est intelligent. Après, on pourra élargir, mais d'abord, on s'assied un peu comme dans un foyer. À un moment donné, il y a des tensions entre le chef de famille, son épouse et les enfants. On dit, on s'assied, vraiment, on n'a besoin d'aucun voisin. On s'assoit, on se regarde dans les yeux, on se parle, on se pardonne. Il faut dire que c'est une initiative qui vient répondre à une préoccupation, celle de savoir avec qui on dialogue, si on veut dialoguer. Tout à fait. De télévision, très rapidement, on a placé le temps. Oui. Quelques secondes. Oui, moi, je voudrais prendre les propos du grand frère Emel Biliga pour dire que la vie est dynamique. Il faudrait que le ministre Atangandji le comprenne. Il peut avoir un revirement, que ce ne soit plus le président Paul Biya qui soit là, que c'est quelqu'un d'autre. Je l'imagine vivre dans ce contexte. Donc il faut faire très attention lorsqu'on prend des mesures, surtout des mesures de portée générale qui sont de nature justement à déstabiliser un État. Alors moi je pense que la sortie, et ça du cardinal Christian Tumi, m'a semblé une sortie opportune. Et tout à l'heure, Philippe Nanga m'a simplement coupé l'herbe sous le pied. Je voulais justement le dire, parce que depuis un bout, la question a chaud, à savoir, on va dialoguer avec qui? Vous voyez, le cardinal Christian Tumi se propose donc justement de réunir les acteurs pour qu'ensemble, ils puissent, au sortir de cette assemblée générale dite anglophone, déposer dans leur désidérata et voir sur la table et voir comment est-ce que l'État du Cameroun peut justement renforcer ces solutions qui sortent de là et justement prétendre vers la paix. Donc moi, je finis pour dire que tous, on l'a dit sur ce plateau, et je continue à l'homme à la télé, de vive voix, sans la paix, on ne peut rien. Et vous savez tous que la paix reste le seul moyen de développement d'un État. Mais Biliga. Oui, mais je pense que je vais
tout ce que les autres ont dit, hein, je prends sur moi de la même chose. Je voudrais quand même dire une ou deux choses. La première, c'est que on a toute tendance, le reproche qu'on a dû faire, c'est que pourquoi les anglophones? C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une sorte de division. Vous avez répondu en disant, peut-être qu'ils chercheraient à avoir leurs représentants. Mais je voudrais indiquer que, tout à l'heure on l'a dit, il y a déjà eu au moins 2 all-anglophones conférences, sans problème. 93 et 94. Voilà. La deuxième chose également, c'est que il existe beaucoup d'associations des anglophones, que ce soit les journalistes, que ce soit les médecins, en plus du fait qu'ils font partie d'une association nationale, ils font toujours leur association. Au niveau de Barreau, ils ont voulu créer leur advocate. Ça crée quelques petits problèmes. Mais je vais dire qu'ils se réunissent quand même à travers un certain nombre de choses. L'autre chose que je voudrais dire également, c'est que tout ce qui est excessif est dérisoire. Ceux qui choisissent des extrémités doivent savoir qu'il n'y a pas de solution il n'y a pas de place pour les solutions extrêmes. Il faut essayer autant que faire se peut être au milieu. Parce que comme l'a dit très bien le jeune frère docteur Ambroise et Somba, nous avons une chanson à les jeunes, quand on était jeunes, nous ne connaissons l'avenir, nous ne savons l'avenir est difficile. C'est-à-dire que personne ne sait ce qui va arriver demain. Voilà. Donc il est toujours prudent d'être moins excessif. Le ministre Atanga était celui qui avait dit au départ qu'il n'y a pas de problème anglophone. Il ne peut pas venir dire aujourd'hui qu'il y a eu des solutions qui ont été... non. S'il n'y avait pas de problème anglophone, il doit donc comprendre que les autres choses qui ont été faites, c'est-à-dire qu'il ne peut pas venir dire aujourd'hui qu'on a pu régler le problème alors qu'il n'y avait pas de problème au départ. Donc moi je dis qu'il faut être... Il ne faut pas être excessif, il faut prendre le temps pour le faire. Voilà, merci chers messieurs de vous être prêtés au jeu, surtout d'avoir porté votre pierre à la construction de cette nation qui nous est chère. Merci également à Stéphane Tchapchet, à Zipierre et à Yvonne Mougouka. Grâce à elle, ces chers messieurs étaient très éclatants à l'antenne. Allez, on se retrouve certainement dans d'autres tribunes, ici même sur Spectrum de Télévision. Retrouvez dès mardi prochain Dipita Tongor. Ce fut un plaisir, mesdames, messieurs. Bonsoir et surtout bonne nuit à tous et à toutes.